Vous venez d'entendre le Yoshi Symphonic Orchestra sur une track de Yoshi en violon mineur, offert pour vous par Un Coin de Pixel, des moments de culture. Pardon pour l'intro, bienvenue, nouveau podcast, renaissance du podcast Tartine Mécanique, bienvenue au podcast d'Un Coin de Pixel, Tartine Mécanique, le podcast où on s'étale. Alors, je suis votre modérateur, David Javet. Et j'ai avec moi, on va commencer petit, on commence à 3, petit groupe, on se fait plaisir, on commence petit. Comme ça, on a du temps pour s'étaler, on peut bien discuter des mécaniques. J'ai à ma gauche le grand chambellan de l'huile, des plaisirs, des jointures. Ah oui, ça jointe. Vutraire, comment ça va ? Mais ouais, fort bien, nom de bleu. Putain, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est pas grave, c'est fait. Mais oui, écoute, nickel, parfaite intro. Tartine Mécanique commence avec un accent vaudois. Voilà, alors que je suis absolument pas vaudois, mais bon, c'est pas grave. Ça changera au cours du podcast. C'est la tartine, elle a deux côtés. Voilà, et j'ai à ma droite l'empereur du tuning, le prince de la nitro. Oh oui. D'ailleurs, ses cheveux d'une belle couleur rousse font penser à des flammes au vent. Le grand maître d'Un Coin de Pixel, Sandro Dallaglio. Comment ça va, Sandro ? Ah, merci, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien. Écoute, ça va très très bien. Cette intro est tellement glorieuse que je suis heureux d'être de nouveau derrière le micro, Sandro ? Mais hyper content de retrouver les podcasts. Ouais. Vraiment, et plus dans cette dans une vraie série de podcasts, parce que jusqu'à là on a fait des podcasts, mais c'était plus des interviews, quelque chose de très ponctuel. Et là, vraiment content de retrouver un nouveau podcast. Alors vous l'avez compris, les podcasts redémarrent. Merci Sandro. Les podcasts redémarrent sous le nom de Tartine Mécanique, les podcasts où on s'étale. Alors qu'est-ce que c'est que Tartine Mécanique ? Ben voilà, en gros, j'ai passé un petit moment à réfléchir, à me dire, ben voilà, qu'est-ce que c'était Un Coin de Pixel ? Qu'est-ce que c'était nous ? Qu'est-ce que c'était la petite équipe que vous venez d'entendre parler ? Puis tout simplement, en fait, on se rend vite compte qu'au niveau de nos pratiques de jeux vidéo, on a tous nos petits kiffs, on a tous les jeux qu'on aime, on a tous les séries qu'on aime faire. Donc c'est difficile pour nous de nous retrouver forcément à discuter du même jeu, du même gros jeu qu'on a tous fait, parce qu'au final on joue tous à des choses différentes. Et donc c'est quelque chose de positif, Tout le monde a ses petites pratiques à lui. J'ai l'impression que notre Vutraire, il aime bien jouer à ces petits jeux un petit peu plus expérimentaux. Qui ne sont pas forcément des jeux, on en parle sans nom. Ils ne sont pas des jeux. On ne va pas démarrer sur cette pente direct dès le début du podcast. Et puis Sandro, qui a probablement, en tout cas beaucoup plus que moi, une pratique PC, on va dire. Oui, un peu PC. Beaucoup un peu plus tout, Steam en en tout cas. Oui, j'ai pour ma part une pratique Steam un petit peu pitoyable. Donc voilà, je suis beaucoup plus sur la console et beaucoup plus sur des productions japonaises. Mais enfin bref. Donc qu'est-ce que c'est le podcast Tartine Mécanique ? Qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien voilà, on va pas commencer à parler des mêmes jeux auxquels on joue, ou en tout cas pas forcément, mais qu'est-ce qui nous réunit Un Coin de Pixel ? C'est que tous les trois, Sandro, Vutraire et moi, on aime bien concevoir des jeux, on aime bien faire des jeux, on aime bien penser à qu'est-ce qui fait un jeu vidéo, qu'est-ce qui fait surtout un bon jeu vidéo. Qu'est-ce qui fait que, on a un bon level design, on a une bonne stabilité de jeu, une clarté, une interface efficace, on a une mécanique qui roule, qui fonctionne et qui est huilée comme on l'aime et qui s'étale sur une belle tartine de visuels, aguichants. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est Tartine Mécanique ? Tartine Mécanique, c'est un podcast où on va discuter de game design, on va discuter de conception de jeu, de qu'est-ce que ça implique de faire un jeu vidéo, de le construire de A à Z, et on va, avec vous aussi, construire en fait, imaginer des jeux vidéo, ou des jeux tout court en fait. Et donc, qu'est-ce qui nous réunit ? Évidemment, Vutraire, tout simplement, lui aussi, il pense des jeux vidéo, mais il est aussi organisateur de Game Jam. Coucou. Ouais, l'Epic Game Jam et puis plein de trucs un peu bizarres que j'aime bien en général. Ouais, et puis bien sûr, il a son Don Killer qui est un petit peu dans la grotte, Ouais, ce machin bizarre là qu'on attend depuis à peu près 3 ans, puis on sait pas vraiment de quoi ça parle, mais ça va être bien. Il y a la démo, il y a la démo les gars, on en parle. When it's done. Il y a une démo, il y a une démo, je tiens à vous en parler. Et puis Sandro, toi,
T'as un jeu de plateau qui est en préparation. Oui. Hein. On a beaucoup prototypé tout ça. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi sur des jeux tous ensemble, en Game Jam. Ouais. Et on a Stonebound qui est en ce moment aussi, que vous pouvez tester aussi, qu'on a pu faire un peu bouger à gauche, à droite dans les festivals. Ouais. Donc voilà, on est en plein, en fait, dans un système où on est, par la force des choses, puisqu'on est en train de terminer des objets, on en a d'autres qui sont dehors, en train de réfléchir à ce que ça implique d'équilibrer un jeu, de le construire et puis aussi de le penser d'entrée de jeu puisqu'on est aussi dans des nouveaux projets systématiquement. Donc voilà, c'est ça Tartine Mécanique. Est-ce que j'ai tout dit ? Moi je rajouterais plus personnellement pour moi, ce qui me plaît là-dedans dans cette démarche, c'est que moi c'est vraiment ce qui m'a... Il y a eu un moment en fait où j'ai réalisé à quel point les mécaniques étaient importantes dans un jeu. Et je suis passé de l'autre côté du miroir, j'ai envie de dire, où derrière cette idée avant que j'avais de... Un jeu, c'est ce qui transmet, je vais me croire dans quelque chose. Et là, vraiment, quand j'ai compris que les mécaniques étaient le centre, et à partir de là, je me suis beaucoup investi pour essayer de les comprendre et les critiquer, comme vous pouvez le voir sur un coin de pixel.ch. Donc du coup, je suis très content de mettre en place quelque chose comme ça. Vutraire, est-ce que tu as quelque chose à dire ? C'est beaucoup trop tôt, mais je pense que les auditeurs vont beaucoup s'amuser à voir la manière dont Sandro et moi-même on va échanger sur ce qu'il vient de dire. Ça va être super sympa. Et d'ailleurs, c'est super que tu parles d'auditeurs parce qu'il y a aussi un objectif qu'on a en plus dans ce merveilleux podcast Tartine Mécanique, c'est tout simplement de vous faire aussi participer beaucoup plus. On a envie tout simplement d'avoir des discussions plus ouvertes. On a envie, vous allez voir, j'ai préparé, enfin les autres ne le savent pas, j'ai préparé une petite série de jeux où, qui vont nous inviter à réfléchir tout simplement aussi à qu'est-ce que ça implique de construire un jeu vidéo et de le penser de A à Z. Et donc, vous êtes aussi là les auditeurs, c'est évident, on est dans un premier podcast. C'est comme quand on fait un jeu vidéo, on a besoin de retour. On a besoin d'équilibrage, on a besoin d'huiler les mécaniques, comme on dit, on a besoin de les améliorer, puisqu'on reprend justement ce podcast. Et donc, on a besoin de vos retours, de vos commentaires, de vos corrections, de ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce qui est trop long ? Je sais que je parle trop. La prise de conscience. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des fanarts. Vous allez voir qu'il y a aussi tout un univers imaginaire qu'on va pouvoir s'amuser à construire. Enfin, on verra bien. Et donc, direct, rentrons tout de suite dans le sujet. J'ai pensé tout de suite à un petit jeu, un peu pour briser la glace, pour voir qu'est-ce que ça implique un petit peu de se marrer comme ça sur la construction d'un jeu. Et puis, Vutraire, toi, tu es puisque tu organises des game jams. Oui. Tu sais ce que c'est de devoir très rapidement penser un jeu, construire un jeu, brainstormer un jeu sur quelque chose de très simple, juste une idée, peut-être un mot. Donc voilà, écoute, ce qu'on va faire, c'est très très simple, c'est ce qu'on fait en Game Jam et qu'on va faire régulièrement dans ce podcast. Il a osé. C'est qu'on va demander à Sandro on va demander à Sandro un thème qui va devoir vite nous trouver. Et puis Vutraire, tu auras environ 5 minutes, on va dire, pour très vite brainstormer un concept de jeu que tu vas pouvoir nous présenter par la suite et qu'on va pouvoir discuter tous ensemble. Peut-être améliorer, construire, transformer. Je peux même le faire en live. Si direct. Veux, David, je me sens chaud. Mais après, un jeu... Okay. Alors, je te donne le thème, parce que là, j'ai un truc qui m'a popé dans la tête. Écoute, on va quand même te laisser 5 minutes, parce que j'ai envie de discuter un petit peu avec Sandro un moment. Ok, hyper bien. Je crois que c'est mieux, en fait. Alors, j'ai un truc inspiré par notre belle table. Chaussettes provençales. Chaussettes provençales, t'as dit ? Le thème est chaussettes provençales. Donc Vutraire va commencer à travailler dessus. Je vais lancer le chrono, on va dire un petit 5 minutes qu'il va pouvoir avoir dessus. On verra bien combien de temps nous on parle avec Sandro. La petite question que j'ai aussi pour lui. Chaussettes provençales, Sandro, c'est un peu, c'est quand même un petit peu pupute comme thème, non ? C'est pupute, je suis désolé, c'est la première chose qui est venue et je trouvais ça sympa. Pour commencer, Tartine Mécanique, nous sommes donc en train de croquer des chips provençales. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des chips aux fines herbes, c'est délicieux. J'avais ça devant moi, je sais qu'on s'est mouillé les chaussettes pour venir parce qu'il pleuvait il a plu excessivement. Du coup, chaussettes provençales, voilà. Alors, bonne chance. Puis alors, évidemment, alors qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment Vutraire ? C'est qu'il est en train donc tout simplement de très vite brainstormer les mécaniques de son jeu, mais aussi l'univers. Et puis après, on va les construire avec lui. Si vous, en train d'écouter le podcast, vous avez aussi une idée qui vous vient, n'hésitez pas. On va le refaire souvent dans Tartine Mécanique, si l'idée vous plaît. On va brainstormer rapidement des idées de jeu. Donc, n'hésitez pas si vous aussi, vous avez envie de vous prendre au jeu et nous soumettre après vos idées. Comme ça, on pourra bien se marrer. J'ai une petite question pour toi, Sandro. Alors, on va d'abord un peu poser le décor. Sandro, les extraterrestres sont en train d'envahir la planète. Okay. Ils ont gagné toutes les guerres. L'humanité est sur ses genoux. Plus rien ne va.
c'est la bataille finale. Donc en gros, tout ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est est-ce que les extraterrestres vont réduire l'humanité en esclavage, voire même prendre possession de la Terre, ou est-ce que l'humanité va être capable, peut-être, de les faire partir et de gagner la lutte. La bataille finale sera jouée sur un jeu vidéo. Et tu as été choisi comme le champion des humains. Tu vas lutter donc contre le champion des extraterrestres. Et les extraterrestres, avec leur arrogance, qui est très connue, il s'agit d'un peuple assez belliqueux, très froid, te laissent choisir le jeu, te laissent même choisir la forme avec laquelle tu veux combattre contre le champion des extraterrestres. Donc tu peux choisir même un speedrun, un super play, tu peux choisir du versus fighting. Sur quoi vas-tu te battre ? Et je précise que tu peux aussi, au fond de toi, peut-être décider de résoudre le conflit grâce à ce jeu, de montrer aux extraterrestres la beauté de la création humaine. Ok, alors moi je suis quelqu'un de très pragmatique dans ce point de vue-là. Est-ce qu'on a des infos sur ces extraterrestres ? Parce que moi j'aimerais savoir physiquement comment ils sont, parce qu'on pourrait profiter, tu vois, de faiblesse. Est-ce qu'ils ont plus de doigts que nous ? Est-ce qu'ils en ont autant que nous ? Parce que déjà je pourrais jouer là-dessus, tu vois. Si je m'engage à un StarCraft contre des extraterrestres qui ont 30 doigts par exemple, ça va être très ennuyant. Je vais me mettre en position de... Alors déjà, il y a quelque chose que tu sais, c'est que c'est des extraterrestres qui ont plus de membres que nous. Ah ouais. Ils ont 6 membres en tout. Donc membres. Sur Dance Dance Revolution, c'est possible que tu prennes des risques. Là je prends cher, quoi. Alors après, je sais pas si t'es un très bon joueur de Dance Dance Revolution. Non plus. Non, mais tu vois, si tu me disais que c'était des extraterrestres sans jambes, par exemple, je suis toujours plus fort que quelqu'un qui a pas de jambes. Alors si c'était des extraterrestres sans jambes, sur quel jeu est-ce que tu les défierais ? Sans jambes et sans bras. Sans jambes et sans bras, alors là, ça devient facile. Alors du coup, un petit Dance Dance. Non, alors sans bras, je prends le jeu sur Dreamcast, Samba de Amigo, sans bras, clairement, un petit sans bras, parce que là ils pourront prendre cul de maracas dans la bouche éventuellement. Ils vont être très emmerdés, donc là pas de problème. Puis je maîtrise bien la chanson de Ricky Martin. Alors il s'agit... Ricky Martin que tu aimes bien d'ailleurs. Grand fan moi de musique. Vutraire, tu brainstorm. Ta gueule. Et donc si je devais plus les définir, ces extraterrestres, c'est un peuple très belliqueux. C'est des gens très froids, qui n'ont pratiquement pas d'émotion. C'est des gens qui... Alors du coup, peut-être que je les... Quel serait ton jeu ? Le jeu à l'heure actuelle où tu te penses très fort. Alors où je me pense très fort. Tu serais capable de les battre. En versus, je pense Towerfall sans autre. Je veux dire, j'ai beaucoup trop joué, mais tranquille, mais même avec les pieds. Si les pauvres ils arrivent, ils connaissent pas, c'est pas la peine. Mais quand tu me parles de leur sensibilité, j'aurais envie de les emmener, tu vois, sur quelque chose de un peu vu qu'ils sont froids, vu qu'ils ont pas d'émotion, je les emmènerais sur un truc un peu genre Ico, genre Shadow, tu vois, des trucs un peu qui génèrent de l'émotion. Et puis le concours, ça serait justement de dialoguer ensuite sur ce qu'on a ressenti en fait. Voilà, c'est ça. Et comme ça, bam. Un concours de discours autour d'une expérience. Exactement. Et si justement ils sont froids, émotionnels, très très machines comme ça, ils l'auraient. Et tu obliges le champion des extraterrestres dans le tentacule à aller chercher ses émotions. On pourrait presque même imaginer un super play de Life is Strange ou. Voilà, exactement. Mais tu m'as demandé un jeu, non ? Ah oui, pardon. Ah ouais, donc ça joue pas. Sandro. Donc on réfère aux 4 podcasts qui ont été faits par Vutraire et Sandro, où ils passent plus de 6 heures à discuter de Life is Strange. Donc on va pas remener ce débat ici. Non. Mais oui, enfin quelque chose de cet ordre-là qui éveille quelque chose d'émotionnellement intéressant qu'ils ne pourraient pas comprendre parce qu'ils sont proches des machines. Voilà. Et c'est très bien comme manière de terminer. Nous sommes arrivés à la fin des 5 minutes qui ont été octroyées à notre ami Vutraire. Mais moi j'avais déjà terminé avant. Il a même commencé à dessiner apparemment. Non, ça c'est un truc avant, mais d'accord, je suis très content qu'il n'y ait pas de caméra d'ailleurs. On mettra peut-être les dessins de Vutraire sur Twitter, si vous suivez le Twitter UCDP. Pour 5 likes, on fait ça, ouais. Mais bon, je perds beaucoup de On crédibilité. va pas commencer à faire des Indiegogo, c'était avant, parce que sinon c'était... On va pas commencer à faire des stretch goals sur Tartine Mécanique. À 10 likes. À 10 likes en podcast à poil. Bon, après, s'il y a des intéressés, vous pouvez toujours en faire part. Nous, on est curieux. Exactement. N'hésitez pas à faire des feedbacks. Si vous jugez qu'on parlerait mieux sans notre t-shirt, eh bien, peut-être nous parlerons la prochaine fois sans nos t-shirts. Sait-on jamais. Ouais, donc du coup, tu veux que je te briefe un peu sur tu vas nous briefer un peu. Idée. Alors, on va essayer de la compléter. Ouais, mais clair. 5000. Alors, je suis parti. Évidemment, la thématique très forte. Elle m'a marqué. Chaussettes, il y en a 2. Waouh, ça allait super loin. Donc, jeu multijoueur. Après, le truc qui est rigolo en fait avec les pieds, c'est qu'il y en a un qui peut prendre le dessus sur l'autre, mais ils ont besoin de bosser ensemble pour avancer. Un jeu coopératif alors.
Pas au début, oui, mais pas à la fin. En fait, c'est débile, mais je sais pas pourquoi j'imaginais en fait 2 chaussettes. Il y a une avec une moustache, une avec un béret sur un banc. Il y a les grillons autour, tu vois, c'est un peu la Provence. Et puis en fait, il réalise ces 2 chaussettes que le dernier verre de pastis, il est à peu près à 3 mètres d'eux. Comment elles s'appellent ces chaussettes? Oh putain, je suis tellement nul avec les prénoms, David. Mais... Ah, des prénoms du Sud. Des prénoms de la Côte d'Azur. Et du coup... Marcel. Ouais, du coup, j'osais pas. Marcel, on peut dire, c'est... Ah bah, Ok, d'accord, c'est quand même un joli prénom. Et non, puis Marcel, C'est joli, et puis un pote à Marcel. Donc Marcel, il a la moustache, ça Jean-Louis. de Ouais. base. Marcel et Jean-Louis. Je sais pas faire. Jean-Louis. Toi, tu sais faire les accents. Non, mais on va pas commencer à faire des accents. Attends, tu sais- pour Ah, l'instant. on l'aura après. Parce que moi, j'ai envie d'avoir des accents, David. Mais donc, Très bien. du coup, ouais, donc Marcel et Jean-Louis, ils sont sur le banc. Puis en fait, le but, c'est le premier qui parvient à atteindre en fait le verre de pastis. Mais la feinte, c'est qu'ils peuvent pas y aller l'un sans l'autre. Donc en gros, il y a ces 2 joueurs, ils ont chacun un seul bouton. Plus longtemps tu laisses appuyer le bouton, plus ton pas il va loin. Mais en fait, il faut s'arranger pour que le dernier, en fait, c'est celui qui tombe sur le pastis. Ah. Et puis, mais il y a plein de jeux comme ça, mais j'arrivais pas. C'est Mais donc donc- les références, elles m'échappent. Mais j'arrivais attends, pas. juste dans la manipulation, ton idée, c'est que c'est au moment où tu lâches le bouton Exactement, que David. la jambe s'arrête. Ouais. Et Donc puis en gros, c'est une sorte de risk and reward. Donc est-ce que tu vas laisser appuyer longtemps, mais peut-être que l'autre il va lâcher avant toi. Ouais. Euh, Mais du coup, ce que je trouvais drôle, mais peut-être, je sais pas, c'est que si c'est un jeu qui est 2 joueurs, puis il y a qu'une seule touche à appuyer, et ben en fait, et puis on imagine que c'est ça, j'ai pas précisé, mais que c'est en local, mhm. c'est qu'en fait, tu peux embêter le joueur à côté pour qu'il lâche son bouton. Enfin, il va clairement, si vraiment on exagère le fait que le pied il se déplace lentement, il appuie sur le bouton, il te regarde. Quel moment je lâche et quel moment je lâche. Du coup, tu seras forcément tenté Mais à un moment de vouloir T'as un gicler la pied manette. qui a une. Enfin, t'as un pas qui a une longueur infinie en fait. Ou bien au Mais bout ça, d'un c'est- moment, est-ce qu'il retombe? T'avoue, je me suis pas posé la question en ton loin, puis ça pourrait être assez drôle aussi en fait de se dire que. Est-ce que ça t'as une peut sorte être de infini. genre de distance maximale et tu dois jouer Puis- et minimale? Et puis Ouais. effectivement, si tu dépasses la distance maximale, tu pourrais avoir une espèce de punition ou quelque Tu chose tombes. qui tu tombes et puis du coup, c'est à l'autre de pouvoir prendre le pas. Mhm. Mais du coup, si Peut-être lui- que l'autre il pourrait te porter un moment par exemple. Et donc ça Ah. fait que lui pourrait avancer vachement plus loin. Parce que un truc que je pige pas bien, c'est que les 2 avancent simultanément, Non. mais chacun contrôle ses pas. Moi, j'aurais dit plus drôle tour par tour. Mais je sais pas si c'est plus drôle en fait. Mais l'idée du tour par tour, je trouvais plus logique aussi dans. Mais après, c'est pas forcément important. Mais dans le principe du pas, du pied l'un après l'autre, c'est quand même. Tu vois ce que ton adversaire il fait. Et puis du coup, tu dis jusqu'où il va. Et puis Mais ton pourquoi est-ce que disciple- t'aurais pas envie de le dépasser forcément? Si t'as un espèce de Ah. pas infini, il n'y a pas de raison. Ouais. T'as Donc, pas voilà. de prise de décision très sexy parce que tout d'un coup t'avances le plus loin que tu peux en fait. Bah, pour il permettre il de- faut probablement une punition Du coup, pas- qui fait que par exemple tu peux pas dépasser la distance qu'a fait l'autre Ah. dans la séquence d'avant de plus de 25% ou quelque chose comme ça. Ah, que c'est ouais, ok, le premier il définit en fait la distance. Ouais, mais après, si dès le début il veut, il pourrait laisser appuyer la touche enfoncée puis il atteindrait. Moi je vais directement un le pastis. système d'énergie, c'est-à-dire que t'as Ah. chacun Ah. un taux d'énergie en fait qui peut dépenser sur le trajet Ouais. et de se dire bah plus tu tiens appuyé, plus tu dépenses d'énergie. Et du coup après tu dois en fait tu dois gérer ton énergie pour arriver pile au bon endroit. Tu vois ce que je Tout veux le dire? monde de base a la même énergie. Tout le pour monde de pouvoir- base a la même énergie, je dirais. Est-ce qu'il y aurait un système directionnel ou pas? Non, je pense que ça serait. Enfin, comme je sens. Ah, on pourrait s'amuser. Ouais, parce que moi je voyais un truc hyper scrolling. Ouais, c'est ça. tu Moi, vois, je sentais 2D. ton idée Mais, très simple. mais par contre, là, ça devient encore plus rigolo. Tu es dans cette hype des jeux un peu à la con avec la physique un peu foireuse. Ouais, justement, Ouais, alors c'est ce moi, que j'avais j'aime en beaucoup, tête. mais en fait, c'est hyper drôle. Et puis, du coup, tu t'amuses à décaler, par exemple, vers la droite avec ton pas pour emmerder, en fait, l'autre pied qui est sur la gauche, puis qui s'éloigne, en fait, du pastis. Ou bien qu'il. Parce qu'en fait, il est au centre, et puis tu peux déséquilibrer le personnage. Enfin, je pense que tu peux rajouter un truc, mais après, on est un peu. Tu mets en dans place du- un système de croche-patte alors en fait. Ouais, ça peut être C'est-à-dire rigolo. que ça. tu te mets sur la trajectoire de l'autre qui s'en couple. Oh, tu sais quoi? J'ai une idée. J'ai une idée hyper bien. J'ai une idée hyper bien. C'est que c'est pas du tour par tour dans le sens, c'est du simultané. Je sais pas si ouais. si t'avais joué à ce jeu. Ah mince, son nom m'échappe. Où tu programmais c'était des affrontements à l'arme à feu dans un espace Frozen Synapse Oui. où chacun tu programmes ton tour et les 2 programmes et t'exécutes en même temps. Et là, je pense que ça serait hyper intéressant. Ah, c'est drôle. Chacun ouais. programme son pas. Et du coup, effectivement, si tu dévies, si tu vas tout droit, tu vas plus vite et plus loin. Ouais. Mais par contre, si tu dévies et puis que tu as ton pied qui arrive devant le pas de l'autre, bah, il se torche. Et puis, du coup, ça te permet de prendre la main.
Tu vois ce que je veux dire? De prendre la main avec le pied, ça c'est hyper important. Ça fait des super jeux de mots débiles après, donc c'est hyper bien. Ah non, là je visionne un truc bien, ouais. Ouais, bien. Marcel et Jean-Louis, les chaussettes provençales. Sale. Il y aura un peu une histoire quand même. Tu nous as parlé un tout petit peu de l'histoire entre Marcel et Jean-Louis, mais En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont absolument besoin de ce verre de... Pourquoi ces deux chaussettes ont absolument besoin de ce verre de Est-ce pastis? qu'on doit leur trouver vraiment un background hyper difficile par rapport à... Non, mais alors Genre, par exemple, comment est-ce que tu penserais ton menu principal, ton interface de jeu? Est-ce que ce serait un truc un peu gros franchouillard, Ça serait marrant ça. poète avec par exemple les bidochons. la chanson française, les bidochons, ouais, ou des Malade. choses comme Ou ça. les bronzés. Ou les bronzés, Les ouais. bronzés. Taper un peu dans un peu ces grands comiques des années, on dirait quoi, 80-90, un peu dans cette fourchette-là, genre vraiment, ça pourrait être marrant. Puis on pourrait prendre des guests, alors du coup, tu vois, genre Gérard Vives, qui prête en fait son pied pour... Enfin, Gérard Vives, donc des filles d'à côté, Des qui filles jouait d'à Gérard côté, dans les filles d'à côté. Donc t'as de quoi te faire des trucs de mal. Ouais, alors après, avec l'esthétique, moi j'imaginerais plutôt sur un truc un peu... si on veut vraiment que ça fonctionne et puis que ça marche, c'est ce truc hyper lisse, avec des couleurs relativement flashy. On comprend dès le début qu'on est là pour rigoler puis que ça sera simple, en fait. Mais du coup, c'est un peu moins drôle. Moi, j'aime bien ton idée de vouloir plus puiser dans des trucs... Avec des acteurs digitalisés, on est d'accord. Parce que moi, je vois vraiment la cuisse de Gérard Vives. Ah voilà. Tu vois, ça serait assez... digitalisé, moi. C'est Si ça que je jamais vois. Gérard Vives nous écoute, Voilà. ça sera lui qui décidera si oui ou non ce projet Pourra aboutir. pourra aboutir. Parce que nous, en ça- tout cas, on est chaud. Hein. Ah, nous, On Sans est là. lui, ça paraît impossible. Marcel sinon, et Jean-Louis existeront si Gérard Vives nous dit oui. Donc Gérard, si tu nous écoutes, ben voilà, sache qu'on t'attend. On est prêt, hein. On t'accueille. T'aimes. Tout est là, tout est prêt. Super, chaussette provençale. on tient un premier gros projet. Plusieurs décors ou juste un système très simple? Mais t'as raison, c'est bien, mais que les décors, on peut rajouter des obstacles. Et du coup, si tu te foires dans tes machins, tu peux te prendre une bouteille de verre, une seringue. Et puis, du coup, après, si la seringue, il y avait une maladie dessus, tes commandes, elles sont inversées ou ce genre de conneries. Tu Oula. peux aller assez loin en fait. Tu mets un petit aspect politisé quand même dans le jeu. Est-ce qu'il y aura des microtransactions dans Marcel et Jean-Louis, chaussettes provençales? Pas dans la Pas dans première la bêta. Pas dans la bêta mais- d'abord. Tu fais quoi? Tu penses une petite bêta sur itch.io ou Mais sur itch.io, ça Par pourrait contre- marcher. Par contre, un partenariat avec une boîte de pastis. Voilà. Un truc, tu vois. Ah, merde, ça c'est serait cool. pas mal. Là, À y a la du- fin, t'as le truc de commande, le bon de commande, un truc Mais un peu. le problème, c'est qu'ils sont vachement attachés sur les trucs un peu traditionnels, tu vois, et tout. Mm. Je suis pas de faire le pont, Marcel, c'est pas forcément Jean-Louis, facile. y a pas de Oui, tradition. mais le jeu vidéo et puis La l'esprit cuisse, déconne. la cuisse de Gérard Vives, tout Moi, ça. Mec, j'adore l'idée, mais... Bon, puis après, tu fais l'extension à Paris avec une baguette. Ah ouais. Puis tu dois traverser l'eau, quoi. Paris sous les flots. Paris sous Oh les bah après flots. voyageons, tu vas en Russie Tu vas avec, en Russie. avec la vodka, au Japon avec Je crois que c'est un jeu de du saké. product placement. C'est un jeu où vraiment tu Ouais. joues sur la publicité. Hein. Je pense que sur les bords du stage, il doit y avoir comme au foot des banderoles sur le Oh, côté malade. avec les différents sponsors. Et puis après, le truc en ligne, c'est que t'as plusieurs personnes, en fait, t'as plusieurs couples qui jouent en même temps. Ouais. Et puis ils peuvent se croiser au même. Ça devient une forme d'arène, tu vois. Et carrément, les gens ils peuvent se taper entre eux. Puis après, ouais, non. Alors au niveau de tes mécaniques, je pense que tu auras 2-3 soucis pour gérer. Ouais, là, Déjà on là, est en train de perdre les j'ai mécaniques. déjà de la peine. Ouais, toi, ouais. enfin, j'aurais Bah, on pas- voit que t'es pas habitué à faire des jeux quoi. Bon, mais c'était Marcel et Jean-Louis, chaussettes provençales. N'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'on n'est pas allé suffisamment loin dans ce concept. N'hésitez pas à nous le signaler. Probablement, ce concept pourrait revenir dans un prochain podcast. Si on a plusieurs personnes qui veulent revoir Marcel et Jean-Louis, eh bien nous explorerons plus en profondeur. Plus Nous loin. explorons Marcel et Jean-Louis. Nous serons à ce moment-là contraints de peut-être faire des visuels, peut-être penser à des musiques pour Marcel et Jean-Louis, chaussettes Ah, ça provençales. serait bien ça. Donc, bon, mais maintenant, j'ai envie quand même de passer à peut-être une question qui m'est venue un petit peu récemment. Donc, je précise juste pour le contexte que nous trois, nous nous sommes retrouvés donc, au Stunfest à Rennes, en France, donc, qui est un festival. Comment on pourrait décrire ce festival, Sandro? Le meilleur festival du monde. Simplement. Non, en fait, pour expliquer, c'est un petit peu le contre-pied total de la Gamescom ou de la Paris Games Week. À la place de faire avec du gros éditeur, un gros salon qui fait plein de bruit, qui veut vendre des jeux et on est là pour les gros sous, le Stunfest c'est l'opposé total. C'est vraiment, ça transpire la passion par tous les pores. C'est que des gens qui ont vraiment envie d'être là pour l'amour de l'art, pour le côté compétitif. D'un côté, il y a deux plans en fait. Il y a le côté compétitif, même je dirais 3 plans. Il y a le côté compétitif où à la base il s'est construit là-dessus, c'est-à-dire sur des compétitions de jeux de combat et tout l'aspect aussi shoot 'em up. Là, c'est vraiment l'aspect jeu où les gens viennent jouer. On a l'aspect conférence aussi qui s'est mis en place avec plein de types de conférences sur le jeu vidéo.
Et le dernier, c'est nous, ceux dont on faisait partie, c'est l'aspect jeux vidéo indé où on était quoi, une quarantaine? Il y avait environ 35, 40 jeux indés qui étaient là. Ouais, justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'en viens au Stunfest. Puis je trouverais bien qu'on en parle un petit peu. Parce qu'effectivement, on était donc les trois à présenter un de nos jeux dans l'espace indé. Et puis, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est quelque chose dont on a discuté il n'y a pas longtemps, Sandro. Tu as dit une phrase qui, moi, effectivement, m'a fait beaucoup réfléchir. J'aimerais qu'on ait une discussion sur le feedback, sur les retours qu'on peut avoir des joueurs, des gens qui jouent à nos jeux dans les festivals. Parce que je juge que c'est probablement une des choses les plus importantes quand tu as fait un jeu, quand tu as conçu un jeu, que tu l'amènes en festival. Peut-être presque plus que la visibilité. Alors effectivement, il y a certains festivals qui t'amènent de la visibilité, qui te permettent peut-être de rentrer en contact avec des éditeurs. Un festival, c'est aussi beaucoup l'endroit où tu vas huiler tes mécaniques, quoi. Tu vas tester, quoi. Tu vas tuner, quoi. Tu vas travailler tes jantes, tu vas placer ta nitro, tu vas vérifier que tout va bien dans ta bagnole, quoi. Que ça ronronne. Que ça ronronne sous le capot. Exactement. Et voilà, et tu as dit quelque chose de très intéressant, Sandro, il n'y a pas longtemps. Tu as dit qu'effectivement, il fallait faire plus attention à comment les gens jouaient. Peut-être plus en fait qu'à ce qu'ils formulaient après avoir joué en fait. Puis je trouvais que ce serait quelque chose d'intéressant à discuter. Je sais pas ce que vous en pensez puisqu'on sort justement de cette expérience et je trouve qu'effectivement c'est quelque chose d'assez important en fait. Ce rapport à la manière dont on regarde notre jeu, on essaye de l'équilibrer. Donc voilà, je sais pas. Et on a des jeux qui sont très différents. Donc toi, Vutraire, donc Killer avec une expérience qui est, disons, très narrative, qui est presque un peu expérimentale, qui fait que tu vas être face à des joueurs qui vont vraiment vivre le jeu différemment, qui vont vraiment le... Moi, je vous rejoins à fond là-dessus. Je crois que là où j'en ai eu l'exemple le plus flagrant, c'est quand c'était un gosse de 7 ans, je sais plus pourquoi, j'étais chez quelqu'un et puis il s'ennuyait, puis on a dit Vutraire, balance ton jeu, lui, c'est un enfant, il aime bien les jeux. J'ai rien compris, je lui ai balancé son jeu. En fait, c'était génial, parce qu'en fait, il avait, pendant qu'il jouait, il a complètement oublié ma présence, parce qu'il était complètement immergé. En fait, il avait cette capacité de formuler à haute voix tout ce qui lui passait par la tête sans mettre aucun filtre. Et c'était hyper agréable. C'était genre, ça c'est de la merde, ça c'est génial, ça c'est triste, ça pourquoi c'est glauque. Génial. Et c'était d'une richesse absolument incroyable. Et en fait, c'est comme si, tu vois, le travail que j'ai cru sous-entendre dans ce que tu disais, c'est le moment où tu lis les réactions des gens, les yeux, les gestes, tout ça. Et où ils vont surtout. Est-ce qu'ils vont à gauche, est-ce qu'ils vont à droite Exactement. Et puis en plus, quand ils le formulent, enfin, t'as même plus besoin de faire l'interprétation, ça sort direct. C'est bien qu'à la fin, il me regarde, puis il fait « C'est quoi la suite ?» Puis on n'a pas eu besoin de parler vu qu'il avait déjà tout dit. Et du coup, je te rejoins clairement. Le fait après, le problème, c'est que... Mais donc, en gros, il commentait son expérience. Complètement. Ok. Mais genre avec un détachement complet, puis cette innocence d'un gosse de 7 ou 8 ans, je sais plus, qui fait qu'il prend aucun guillemet, et puis ça sort méga brut. Est-ce que c'est des remarques que toi, à l'heure actuelle, dans ton jeu, t'as pris en compte? Est-ce que c'est des choses qui tout à coup t'ont fait remarquer des éléments que t'as transformés après dans le jeu? Alors, il y a des choses qui m'ont aidé à modifier, par exemple en termes de musique, et puis certains mouvements ou bien des endroits qui étaient peut-être pas forcément clairs en termes de level design ou des plateformes qui étaient atteignables, ce genre de choses. Mais surtout, il m'a rassuré sur certains points. Il a osé dire à haute voix ce que d'autres personnes sentaient mais n'étaient pas capables de formuler. Genre, c'est mignon, mais c'est glauque. Pourquoi ça se pue la mort partout? Enfin, il disait des trucs comme ça qui étaient génialissimes, que plein de personnes ont vraiment de la peine à formuler. C'était hyper bien en termes. Après, c'est surtout parce que c'est un jeu narratif et du coup de pouvoir mettre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, son rapport était vraiment précieux et puis je peux que plus soyez. Mais le problème dans un festival, je pense que vous avez peut-être vécu, c'est du moment qu'ils savent que vous êtes les développeurs et que vous êtes derrière, que vous les regardez jouer, ils n'ont pas la même capacité de formuler. Il y a une position qui est spéciale. Et ça, c'est le truc le plus compliqué à gérer en fait. Je sais pas comment vous l'avez fait, mais moi personnellement, j'ai pas mal de fois fait de manière à ce qu'on ne voie pas mon badge en fait. Où j'étais en train de discuter avec toi un petit peu plus loin, je revenais à l'endroit où on était nous, sans forcément m'annoncer de qui j'étais, je faisais genre je suis quelqu'un qui vient regarder le jeu. Et ce qui permettait effectivement d'éviter ça et d'écouter vraiment ce qu'il disait sans... Donc toi, Sandro, juste précisons rapidement, tu étais sur Stonebound, qui est plutôt un jeu full multijoueur versus très dynamique, à 4. Voilà, très différent, effectivement. Voilà. Et là, c'était essayer de voir justement les dynamiques que ça crée entre les gens, et puis voir déjà simplement, effectivement, sentir les vibrations, si les gens s'amusent, s'ils sont pris dans la boucle de gameplay, s'ils ont envie de recommencer. Mais ce que je trouve intéressant dans cette idée de regarder des gens jouer, et du petit garçon que tu disais,
c'est surtout ce qui ne fait pas. Et ça, mine de rien, des fois, c'est un petit peu le problème quand tu as des gens aussi instruits qu'au Stunfest. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, à la fin de leur expérience, quand ils savent que tu fais partie de l'équipe de développement, ils vont te dire quel jeu, eux, ils aimeraient. Et c'est là où c'est la discussion que j'avais avec David, c'est que c'est très important, à mon avis, quand on est créateur d'un jeu, de se dire c'est moi qui sais le jeu que je veux faire. Et on peut pas prendre en permanence en compte tout, parce que Stonebound, il y a peut-être 50 Stonebound pour 50 personnes qui souhaitent voir le jeu aller dans une direction. Mais l'important, c'est ce que nous, on veut faire et pas ce que les gens attendent du jeu. Donc ce qui est intéressant, c'est exactement ce que tu as fait, ce petit garçon, c'est dire ah, là je m'amuse, là j'aime pas, là j'aime, là ça sent ça, là je ressens ci, je ressens ça. Parce que il en parle dans, je crois que c'est le livre de Derek Yu, celui qui a fait, je suis en train de lire, celui qui a fait Spelunky, et il dit un truc, je crois que c'est lui, ou je sais plus, j'ai lu dans un autre article, mais je crois que c'est lui dans son livre qui dit, c'est un petit peu comme un médecin en fait, c'est-à-dire que quand tu as un patient qui vient chez le médecin, il sait très bien te dire où il a mal, comment il se sent. Mais ensuite, il va souvent te dire ouais, alors moi je pense que j'ai la grippe, ou je pense que j'ai ci, ou j'ai ça. Et ça, c'est pas le rôle du patient de le dire. Il vient justement chez le médecin pour que le médecin dise eh ben, moi, vous ressentez ça, et je vais vous dire que vous avez ci ou vous avez ça. Et nous, on est un peu dans ce rôle-là d'écouter les ressentis, mais pas non plus de partir fois 1000 sur ah oui, mais ça serait bien si dans le jeu, on va dire chez nous par exemple, si les gargouilles elles pouvaient voler. Ouais. Voilà, après, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Alors, bien sûr, je te suis complètement. Hein. Je pense que c'est une position qui est très importante en festival. Puis c'est aussi quelque chose que je partage, où je prends aussi plaisir des fois à prendre de la distance et voir aussi le jeu vivre de lui-même. Hein. C'est quelque chose qu'on a rarement, malheureusement, à l'heure actuelle dans le jeu vidéo, qu'on distribue surtout digitalement, où on voit peu les gens jouer à notre jeu. C'est quand même quelque chose, peut-être avec le jeu de plateau, en festival, on a peut-être un peu plus ce rapport à la communication directe, à l'échange, on voit les gens jouer, enfin il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus visuel. Mais il y a quand même quelque chose, c'est qu'on est quand même face occasionnellement à des retours. Alors après, la question se pose, on est quand même face à des retours où systématiquement on va te demander la même chose. Il y a quand même un truc de probabilité où il va revenir régulièrement. Alors est-ce que c'est dépendant du public du Stunfest qui aime bien tel ou tel genre? Alors bien sûr, j'en ai aussi discuté, donc c'est-à-dire qu'il y aura par exemple tout le temps des gens qui te diront ah mais j'aimerais un double jump, ou j'aimerais que le saut il soit comme ça, ou j'aimerais que comme tu disais la gargouille ou le personnage il puisse voler. Parce que sur le moment, je trouve ça cool, ça me ferait plaisir que je puisse appuyer sur le bouton et voler. Et c'est clair que si ça fait pas du tout sens en termes de mécanique, d'équilibrage et de jeu, pour un game designer, on écoute, ça rentre dans une oreille, et puis ça devrait plus ou moins sortir d'une autre si ça ne fait pas sens par rapport à ce qu'on essaye de faire. Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que ça montre aussi les rapports en mécanique de jeu, parce que je pense qu'il y a un système de vagues en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des gens, ce qu'ils aiment, c'est un double jump comme ça. Par exemple, pour reprendre l'exemple du double jump de Stonebound, on a mis un double jump qui correspond au double jump de Rockman. Enfin, pas un double jump, pardon, un wall jump. Donc un saut sur un mur qui correspond à Megaman X. Mais qui est en fait un type de manipulation qui est plus du tout présent à l'heure actuelle dans les jeux. C'est-à-dire qu'on a plus une manipulation en termes de saut sur les murs à la Super Meat Boy, où on peut justement complètement manipuler son personnage et revenir directement avec son personnage sur le mur sans avoir besoin de passer dans une sorte de tunnel de saut en faisant gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Il faut plus timer son saut. Puis je trouvais intéressant de systématiquement retrouver dans les remarques du Stunfest des gens qui disaient que c'était ça qu'ils voulaient, parce que ça correspondait bien entendu au jeu qu'eux, ils aimaient jouer. Enfin, ça correspondait à leur pratique et à leurs usages et à leur manipulation. Donc je pense qu'on est aussi, par la force des choses, dépendant du contexte dans lequel on crée notre jeu, et il faut aussi partir du principe que, ma foi, les gens qui vont jouer à notre jeu, ils auront des habitudes, parce qu'ils auront joué derrière à une trentaine de jeux, une quarantaine de jeux, qui, même si ça ne reprend pas exactement les mêmes mécaniques, au final, ça correspond plus ou moins, en gros. Je te suis effectivement. Je pense qu'effectivement tu peux pas sortir complètement de ce contexte, et puis il y a des choses qui vont revenir beaucoup, qui peuvent te donner des idées. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je dis pas non plus c'est noir ou blanc, mais par contre moi ce que j'entends quand les gens me disent le double jump, je suis pas bien, j'aimerais qu'il soit comme ci ou comme ça, j'entends surtout quand ça revient sans arrêt le double jump, ça va pas. Ok. Et du coup
il va falloir retravailler le double Dans la direction. double jump, le wall jump, ouais. je veux dire. Le wall jump, On est dans un exemple très précis, mais Voilà. disons n'importe quoi. Voilà, mais par exemple, ce que j'entends dans cette répétition, c'est moins me concentrer sur le fait qu'il devrait être comme ils ont dit, plutôt me dire on a un problème de wall jump. Maintenant, regardons comment on veut le résoudre Voilà, par c'est rapport à ce qu'on attend, nous, et ce qu'on a envie de créer. Remettons-le ensuite dans les mains des gens, une fois qu'on l'a amélioré, et voyons si à ce moment-là, il passe ou il passe pas. Ouais. Tu vois, sans non plus me précipiter en me disant ah oui, ils ont donné cette réponse, donc moi je vais aller sur cette Voilà, réponse. c'est ça, c'est ce que je vais essayer de faire. Ouais. C'est ça. Ouais. Putraire ? Ouais, mais du coup, moi je voulais réagir sur le fait que s'ils avaient demandé un double jump, bah, ça veut pas dire. Enfin, il faut aussi savoir interpréter ce que les gens ils disent, dans le sens où pas le prendre au pied de la lettre et puis voir ce qui sous-tend. Par exemple, typiquement, tu disais le fait, c'est la probabilité des. Enfin, comment dire ça, le fait qu'un feedback qui soit répété plusieurs fois, même des fois il peut être répété mais sous des formes différentes. En fait, simplement parce qu'il sous-tend en fait un besoin qui est lui-même unique. Typiquement, moi, du coup, je prends une expérience personnelle, sinon j'ai l'impression de dire des bêtises. C'était par rapport au rythme du jeu. On me disait, mais on m'a demandé un dash, on m'a demandé que le bonhomme. Oui, on m'a demandé un dash. Ça paraît curieux, je fais une tête étonnée. On m'a demandé que le personnage saute plus rapidement, etc. Enfin, ce genre de trucs. Et puis en fait, c'était plein finalement de requêtes qui pouvaient paraître plus ou moins pas forcément reliées, alors qu'en fait, si, c'était par rapport au rythme du jeu. Et puis je pense que si on s'amuse à réclamer en fait, parce que moi j'ai compris qu'ils vous demandaient des double jump, c'était des actions supplémentaires, c'est qu'ils avaient peut-être l'impression d'avoir un personnage qui n'était pas assez riche en termes de capacité. Mais du coup c'est pas le cas, donc ça sert à rien ce que je voulais dire. Donc oui, mais quand même, ce que ça témoigne, et je pense que ça se rejoint, ce que vous dites se rejoint les deux, c'est-à-dire il faut quand même développer une capacité à lire entre les lignes. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire les gens n'ont probablement pas passé aussi longtemps à réfléchir sur les mécaniques que le game designer l'a fait. Et donc, ça sous-entend qu'il faut avoir l'esprit de synthèse aussi pendant ces festivals pour emmagasiner un maximum d'informations et puis c'est pour ça que j'aime bien cette idée du médecin. Je trouvais l'image jolie parce que c'est vraiment ça. J'ai un frère médecin, donc ça me faisait vraiment penser à ça dans l'idée il dit tu dois aussi trier les informations, c'est-à-dire que la personne elle vient mais elle peut avoir mal là et dans ta tête tu te rends compte que ça a pas grand rapport et tu dois trier entre les informations qui ont de l'intérêt par rapport à ce pourquoi tu dois la soigner. Des fois elle peut avoir quelque chose qui est une espèce de conséquence beaucoup plus loin, mais le vrai problème, la maladie est complètement ailleurs. Et du coup je vois exactement ça. Toi dans ce que tu dis, effectivement j'ai aussi beaucoup entendu ce qu'on disait de ton jeu, j'ai entendu des échos, etc. Et c'est vrai que ça doit être pas évident parce que tu me diras si j'ai raison ou pas, mais la sensation, c'est que j'ai eu plusieurs personnes qui disaient effectivement que le personnage était trop lent, en fait. Globalement, les gens ont des fois un problème avec le rythme. Mais quelque part, comme moi je ressens ton jeu, c'est que s'il est trop rapide, on n'arrive plus à apprécier ce que t'as mis visuellement, ce que t'as mis, on traverserait les choses trop, et j'ai l'impression, alors peut-être j'ai tort, mais que c'est fait sciemment en fait, qu'il y a un parti pris. Voilà. Et puis c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est marrant, c'est que les gens qui le comprennent pas, c'est ceux qui me disent genre dans les quelques minutes, enfin qui comprennent pas, c'est pas pour être méchant, et puis c'est vraiment pas d'une manière condescendante, mais des gens qui ont pas la sensibilité ou qui ont pas envie de l'avoir pour une raison ou pour une autre, de comprendre que ça fait exprès, ils vont rajouter après genre mais c'est con, pourquoi il peut pas shooter en fait? Ouais. Et puis assez vite tu vois qu'il y a justement des attentes et un truc, puis l'objet il est pas pris pour ce qu'il est en tant que lui-même, et puis du coup après les feedbacks qui sont après qui en résultent, j'avoue que j'ai facilement tendance à les mettre de côté. Ouais. Après il y en a d'autres qui justement s'amusent à creuser en se disant ok, par rapport à toi ce que tu as voulu mettre en place en termes de rythme, en termes d'univers, tout ça machin, je réalise que ça a été moins pertinent, ça m'a sorti du truc que toi t'as mis en place. Et donc du coup c'est bizarre le rapport si tu veux, parce qu'il y a un moment où donc du coup moi dans le travail que j'essaie de faire où j'ai dû malgré moi, et j'aime pas faire ça, décrédibiliser ou délégitimiser en fait les feedbacks qui comprenaient pas ce que j'essayais de faire. Et c'est pas une situation qui est très agréable parce que du coup t'as un truc un peu moi je me sentais pas hyper cool de faire ça, et que après par contre il y avait cette tendance à vouloir valoriser et considérer beaucoup mieux les feedbacks qui avaient compris en fait ce que j'essayais de mettre en place. Mais tu vois, il y a quelque chose, un équilibre vraiment compliqué à avoir, parce que finalement c'est un peu mon rôle de faire comprendre le paradigme dans lequel j'essaie d'introduire le joueur, enfin dans lequel je veux que le joueur s'introduise, c'est encore différent. Donc du coup, si quelqu'un est pas capable de me donner un bon feedback, c'est que peut-être j'ai fait faux.
parce que j'ai pas été capable de lui expliquer. Enfin, après, on va loin, mais Sandro? Pour moi, ce qui est très difficile au final, c'est de faire la part des choses entre les gens qui sont pas les gens qui pourront apprécier ton jeu. Et puis il y a des gens. Mais non, c'est ce que dit un peu de Jonathan Blow dans ce célèbre documentaire, là, je sais plus comment il s'appelle, Indie Game the Movie, où il fait la différence entre les gros jeux qui coûtent très cher, AAA, où tu es obligé de plaire à un maximum de gens, et là tu peux pas te permettre de dire je laisse des gens sur le côté, et quand tu fais une démarche beaucoup plus d'auteur où tu te dis moi j'ai envie d'exprimer quelque chose, et là inévitablement il y a des gens qui se retrouveront pas dans ce que tu as envie d'exprimer. Est-ce que vous pensez que les festivals ont une couleur, une teinte spéciale, c'est-à-dire que ça implique aussi de bien réfléchir par exemple à l'endroit où on va montrer son jeu, et puis qu'il s'agit pas juste de le montrer partout et n'importe où. C'est marrant parce que paradoxalement c'est un excellent exemple, parce que son jeu a priori, il aurait rien à foutre au Stunfest. Ouais, mais c'est aussi ce que je me suis dit. Et pourtant, on en avait parlé, hein. Et pourtant, tu t'es barré avec le premier prix Espoir. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est une espèce de... En fait, je pense que ce qui est hyper cool, puis moi j'ai compris au Stunfest, parce que j'y suis allé un peu... Après, on en avait pas mal parlé, mais il y avait quand même une petite appréhension. L'idée que ça n'avait pas du tout sa place, puis que ce soit à côté. Mais en fait, ce qui était génial au Stunfest, puis finalement pour y revenir parce qu'on a un peu écarté, c'est que en fait, il y a vraiment une ouverture d'esprit qui est malade en général. Et puis les gens, ils sont d'une espèce de, je sais pas, une tendresse, une ouverture d'esprit qui est complètement folle. Enfin, mais vraiment d'un point de vue purement humain, c'était d'une richesse et puis d'une simplicité qui était... Waouh, c'était vraiment cool. Et du coup aussi, pour rebondir par rapport à ce que quand David te demandait qu'est-ce que tu penses du Stunfest, puis tu disais que c'est un des événements les plus intéressants, etc., je ne peux que plus soyer déjà pour toutes les choses incroyables qu'il y a à y voir, que ce soit en termes de compétition, mais aussi d'exposition qu'ils font, mais c'est aussi par rapport à, en tout cas pour le moment, une espèce d'ambiance qui est géniale, quoi. Enfin, simple, tout d'un coup à une table je me suis retrouvé à parler avec l'ingénieur son, et puis à côté un autre mec qui faisait des trucs, qui écrivait des choses et des livres, je me souviens plus de tout ce que c'était, mais en gros tout le monde s'en foutait, on est juste là pour parler de choses et d'autres et de partager des connaissances. Mais alors et ça irait dans la direction contraire de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que tout jeu mérite d'être montré dans tout festival. C'est-à-dire qu'il y aura la possibilité systématiquement de quand même rencontrer des gens intéressants où qu'on aille. J'ai envie de faire la part des choses en fait entre le fait qu'il a eu qu'il y a eu son prix. En fait, j'y pense maintenant. Quand je lui parlais tout à l'heure, j'y repensais. Il a eu son prix de gens qui sont des gens du jury en fait. Et je sais pas au niveau des retours, plutôt en parlant vraiment des gens qui étaient là dans le festival. Toi, comment t'as ressenti en fait? Est-ce que t'as eu l'impression que les gens trouvaient ton jeu plus étrange que le nôtre, parce que nous on était totalement avec notre 4 joueurs sur un canapé, on était totalement dans la cible. Est-ce que toi tu as eu la sensation que tu voyais notre stand? Est-ce que tu as eu la sensation que chez nous c'était plus facile et que chez toi c'était un petit peu plus un objet étrange, ou au final c'est là je pense où ça se joue en fait, la sensation que tu as eu par rapport au public? Je pense que l'apparat de mon jeu, dès le début, il est très communicant, c'est-à-dire qu'on comprend tout de suite qu'on a affaire à quelque chose de bizarre, c'est tout au crayon papier, animation relativement traditionnelle, un peu quirky comme on dit, et donc du coup en fait toutes les personnes qui posaient leur regard puis qui étaient attirées naturellement, elles savaient qu'elles allaient être dans un truc différent, qu'on n'était pas, enfin ça se voyait, ça le communique très facilement. Du coup toutes les personnes qui ont mis, enfin toutes, on se calme, on va dire au moins au bas mot 75% des mots qui ont mis les pieds dessus, ils ont fini la démo d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes. En tout cas, celle que j'ai vue, et puis en général, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, du coup, ouais, si tu veux, il y avait. C'était un objet important pour toi? C'était une chose importante pour toi que les gens finissent la démo? En fait, non. Puis C'était un objectif? J'étais certain que les gens ne le feraient pas, en fait. Tu pensais que les gens, ils allaient souvent poser la manette? Ouais, est-ce que c'était réfléchi, par exemple, si je me souviens, dans ton stand, tu as posé un casque, tu as mis un casque probablement pour faciliter l'immersion, pour mettre en avant la musique et le sound design. Certains stands avaient la musique, tout simplement, enfin, surtout les stands multijoueurs, mais aussi des jeux solo aussi, avaient décidé de laisser leur musique pour peut-être attirer. Ça aussi, c'est toutes des choses qui sont assez importantes quand on s'installe en festival, de penser aussi l'espace, de penser aussi comment on présente le jeu. Puis je trouve intéressant que toi, tu aies travaillé par exemple avec un casque, et je pense que ça, typiquement, bon, ça est probablement le regard du développeur aussi, au-dessus de l'épaule, va probablement faire que la plupart des gens vont quand même se donner la peine de terminer la démo.
Moi, je t'avoue, la plupart, enfin, à part quand c'était des gens avec qui j'avais parlé avant qu'ils jouent au jeu parce qu'ils étaient directement intéressés, j'essayais de me cacher. Je me mettais derrière. Ouais, bon, peut-être qu'en fait c'était complètement flagrant avec mon badge, mais j'avais pas l'impression d'assister ou de poser un regard insistant du coup. Mais je peux me tromper. C'est aussi des biais que j'ai pas forcément maîtrisé, mais. C'était notre feedback à nous du Stunfest. Et donc, et aussi, bien sûr, de réfléchir, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de construire un jeu vidéo dans sa cave, mais que ça implique aussi, c'est aussi ce qu'on essaie de discuter ici, ça implique aussi, à un moment, il faut sortir le bébé, faut le sortir du garage, et puis il faut aller voir s'il est bien huilé, quoi. Il faut aller voir si tout fonctionne, si tout roule bien. Très souvent, ça ne roule pas parfaitement, il me semble. Quand même, il y a quand même 2-3 passages en festival où on réalise qu'il y a pas mal de choses à retravailler. Puis c'est aussi à ça que ça sert quand même ces festivals. Et puis particulièrement le Stunfest. Repartons dans un petit moment un petit peu ludique. Ouais. Et cette fois, je me dirige vers Sandro, qui va lui aussi passer au grain du brainstorm. Oui. On va s'amuser à voir ce que toi tu es capable de nous proposer. La barre a été placée haute. Marcel et Jean-Louis Chausset Provençal. C'était hardcore. Ça commence fort. Tartine mécanique commence avec Marcel et Louis. Chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue. Et ça sera bien sûr à Vutraire de te trouver un thème, de pouvoir se venger pour son thème. Mais on va poser une petite condition supplémentaire. Voilà, Sandro, j'aurais besoin que... Lorsque tu brainstormes, eh bien, un petit moment, tu nous quittes. Tu quittes cette salle et puis Vutraire est en train de demander qu'on le réapprovisionne en bière. Et oui, je vois l'utile à l'agréable. On va faire un truc, ça dépendra du thème que tu me donnes en fait. S'il est sympa, je te ramène la bière, sinon je t'en ramène pas. Direct, il commence à y avoir de la manipulation, du chantage, limite affectif là quoi. Waouh. Des ruelles sombres où des gens en par-dessus. Deal de la mécanique. Et donc voilà, Sandro, j'aurais besoin que, disons, pendant 1 minute, tu quittes cette pièce pour qu'on puisse s'entretenir, moi. Donc maintenant, tout de suite, avant que je fasse mon brainstorm. Non, on va te donner le thème. Tu pourras brainstormer dans ta tête quand tu auras quitté cette pièce. D'accord. Mais voilà, tu reviendras après 1 minute. Nous, on sera en train de causer tranquillement avec Vutraire. Mais voilà, on a une petite chose quand même. Ok. On a discuter parler avec David, on doit parler. Tu vois, sans que tu sois là, j'espère que tu comprends. Donne-moi ce thème et je vais aller brainstormer dans mon coin. Par contre, tu prendras en considération que je suis vachement sympa, mec. Je te dirais le deuxième que j'ai dans la tête, mais à l'écart. À l'écart, d'accord, ok, ça marche. En plus, c'est méta et tout. Pas grand écart. Ouais. Même si grand écart serait probablement un thème incroyable. Écoute, à l'écart est très bien aussi. Donc voilà, à l'écart c'est ton thème, Sandro. On va te donner à peu près aussi 5 minutes. Mais je reviens au bout d'une. Et tu reviens au bout d'une minute, ouais. Okay. Au bout d'une minute, 1-2 minutes, tu peux aller te mettre un petit peu derrière la porte. Tu te bouches les oreilles, si possible. Oui, je vais me mettre un petit peu plus loin. Ok, ça roule. Super. À tout de suite. Probablement par la suite, dans Tartine Mécanique, nous prendrons un de ces casques incroyables qu'ils utilisent dans les émissions pour que personne n'entende rien. Et pour qu'on puisse parler tranquillement et faire nos petites compotes, nos petites compotes mécaniques tranquillement. Alors voilà, Sandro quitte la pièce. Enfin. Vutraire. Voilà, Vutraire, j'ai envie de faire un petit pari avec toi. Ah, vas-y, fais-moi rêver. Maintenant, je vais d'abord te parler de ce que le perdant va subir à ce pari, si l'un de nous perd ce pari. Waouh. Et donc, si un de nous deux, enfin celui qui perd tout simplement le pari, va devoir écrire un article sur un coin de pixel, sur notre beau site, mais c'est le gagnant qui va décider du jeu qui sera discuté dans l'article. Ah, t'es un malade. C'est vraiment malade. Et donc voilà, les enjeux sont énormes, n'est-ce pas? Ah bah oui, parce que Dieu sait quel truc tu vas être capable de me coller, quoi. Et Dieu sait quel truc tu es capable de me coller à ton tour. Ah oui, attends, ok, là du coup ça change, ouais. Et donc voilà, le pari sera, tant que Sandro n'est pas là, sur ce que va dire Sandro quand il va nous pitcher son jeu. Et donc je vais te laisser dire tout simplement oui ou non, donc je vais te laisser le choix des armes. Est-ce que, donc c'est juste toi qui vas dire si oui ou non, est-ce que Sandro, dans le pitch de son jeu, on va dire dans les 3 premières minutes où il pitch son jeu, ouais, c'est l'argent. Est-ce qu'il va utiliser le mot combat? Ah bien, David, bien. Oui bien. ou non, Vutraire? Avec le thème à l'écart, c'est très difficile d'imaginer. Ah, attends, il y a quand même pas mal de chances, mais... Sandro va bientôt revenir. T'es vraiment fou.
J'ai combien de secondes, moi? Un, Tu- deux, trois. Il va falloir décider, c'est un pari. Allez, vas-y, on va être bon joueur parce que je trouve hyper bien la question. T'es vraiment bon là. Oui. Vutraire Paris que Sandro va utiliser le mot Du combat coup, il y a des dans les 3 premières minutes Il va de rien- son pitch. Bien, maintenant, Vutraire, maintenant que Sandro va probablement nous rejoindre Faisons tout semblant. soudainement, faisons semblant. Faisons Non, semblant. mais écoute, discutons. De quoi est-ce que j'ai envie de discuter avec toi? Eh bien, j'ai envie de discuter d'un petit mail que tu as probablement reçu. Hein, Il est qui vrai. est un mail d'un ami, d'un camarade game designer hein, qui traîne un petit peu dans nos réseaux, que toi-même tu nommes, bonjour Sandro, bon retour, que toi-même ouais. tu nommes l'extrême, le game jammer de l'extrême. Hein. Ouais, C'est ouais, quelqu'un effectivement qui fait une game jam pratiquement chaque mois, qui est quelqu'un qui crée très régulièrement, qui s'appelle Elias Farhan. Donc Elias, si tu nous écoutes, il va falloir nous écouter. Bisous. On va te demander de nous écouter d'ailleurs, Elias. Oui. Gros bisous, Elias. Elias organise pour fêter la fin de sa formation de game designer ce qu'il a appelé la Frankenstein Play Jam. Et donc, il nous demande très gentiment de lui créer des assets, donc de lui créer des objets, qu'ils soient visuels, sonores ou des idées, des systèmes, qu'il va devoir incorporer. Il a 10 jours pour le faire. Il va devoir incorporer tous ces assets que nous, la communauté de game designer lui donne. Il va devoir tous les incorporer dans son jeu. Et je te propose, puisqu'il s'agit d'un podcast et que nos belles voix résonnent dans ces micros, Oui. dans ces micros tout d'huile revêtus, je te propose de lui composer un certain nombre d'assets sonores Soyons vrombissants du coup. qu'il va soyons devoir vrombissants. utiliser dans son jeu. Commençons, Vutraire, par des chants grégoriens. Ouais, mais c'est gênant en fait. Faut quand même que les gens ils sachent qu'en fait David il est hyper doué pour chanter. Et ouais, c'est pas du tout mon cas. Mais par contre, on fait le truc. Tu Bon, alors, commences, comme tu veux, commences et je te suis. Si mais tu veux, hyper on, vraiment, on David. peut aussi Moi, lui je- faire des bruits de combat. On peut partir dans une direction. Oh, ça genre- c'est malade. Donc là, on est en train de lui faire une bibliothèque complète. Oh là, Vutraire est en train de... J'ai mis tellement d'émotions. Bon, c'est un maintenant, truc je de te malade. propose, chantons. Ok. Hein, chantons la musique de son main menu. Ok, c'est parti. Hein, chantons la musique de son menu principal du jeu Peu qu'il va importe. créer à la Frankenstein Play Jam. Pom, 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 podododom, podobobom, pom, 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 pom. Elias, Elias, tu m'échappes. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Ra, ra. Ra, ra. Chant grégorien. Attention, Vutraire s'est pris dans le jeu. Je croyais que les chants grégoriens étaient terminés. Vutraire, Ouais. Vutraire a proposé quelque chose de nouveau. Il a proposé... Probablement, il s'agit d'un jeu C'est- d'horreur, hein, je pense. Hein. Ouais, mais on sent la terreur. Il y hein. aura Je l'ai une, vu. il y aura J'ai une vu qualité tard. horrifique dans le jeu BD. le jeu d'Elias. En même temps, il appelle ça la Frankenstein Play Jam. Donc, Donc, à lui de se débrouiller. Maintenant, ça sera aussi à nous de sortir ce podcast à temps pour que ouais, mais c'est Elias puisse se saisir de ces différents assets sonores. Mais j'espère en tout cas que tu nous remercieras chaleureusement, Elias, N'est-ce pas, Elias? pour ces différents objets que nous t'avons proposés. On espère aussi d'ailleurs que le jeu sera disponible avec nos voix. Ah, c'est Le plus plutôt, rapidement c'est possible. plutôt clair, quoi. Probablement, on va le forcer à l'uploader et nous vous parlerons dans un prochain Tartine Mécanique du jeu d'Elias Composé donc en partie grâce au podcast. avec un sound lui-même, design donc, du de coup, Tartine de Mécanique. tartine. D'ailleurs, nous serons dans les crédits, hein, c'est bien sûr C'est évident. juste évident. Autrement, il y aura un procès qui aura lieu, Ouais. nous en tiendrons au courant. Parce qu'il y a des règles, il faut les respecter. Ça doit être playful, c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Au bout d'un moment, Exactement. merde. Hein, j'ai l'impression de parler à la place de Sandro. C'est... Tout cela va beaucoup trop loin. Nous sommes à 6 minutes 25. Waouh. On en Sandro- parle de la triche là? Sandro a eu... Ouais, alors je tiens à dire, j'ai dû brainstormer dans des conditions Ah voilà. qui Ah, voilà. sont moins que respectables. Déjà, c'est hein. la faute à la manette. Non seulement j'ai dû me déplacer, en plus de ça, j'avais des gens qui chantaient dans mes oreilles. Direct, c'est la faute à la manette. Donc Merci voilà. Sandro. Voilà. Et je réalise que j'ai oublié ta bière.
On est en c'est train- tellement et la mal. mienne aussi. Donc, Et c'est tellement pas si bien. jamais vous nous entendez grogner dans les décevant. prochaines minutes qui viennent, c'est Non, mais probablement parce qu'on n'est pas dès abreuvé que en j'ai bière. fini mon pitch, je m'absenterai 30 secondes pour vous chercher des bières pour me faire pardonner. Mais pour ça, vous devez dire que c'est génial. Alors, je vous explique. C'est parti. Je vous explique, c'est fantastique, c'est révolutionnaire, je vais tout changer là. Alors, à l'écart. Donc, le principe, c'est que tu incarnes, pour être vraiment fair, soit Roger, le gars qui est un gamer, tu vois, le gars Gamergate, tu vois, vraiment. Ouais. Ou Josiane, la Social Justice Warrior. Ah, c'est de nouveau un jeu avec deux personnages. Non, l'un ou l'autre, tu choisis au début, c'est comme ton character select, tu vois, tu choisis ton perso suivant tes sensibilités, tu vois. D'accord. Mais c'est un jeu qui se joue jusqu'à 6 joueurs en tout. Donc il y en a un qui choisit l'un ou l'autre, les deux personnages que j'ai donnés, et les autres sont des gens normaux, des gens lambda, les gens tranquilles. On est dans un espace fermé, donc une pièce, et le Gamergater ou la Social Justice Warrior pue. Hein, forcément, il pue, et personne ne veut s'en approcher, c'est les emmerdes, c'est tout ça, c'est l'extrême, c'est sale. Donc, du coup, le but du jeu va être qu'il y a une espèce d'aura de puanteur autour d'eux, celui qui joue ce personnage, et il va devoir se déplacer pour absorber et les mettre dans son camp, les autres qui sont neutres, en fait, qui sont des gens normaux. Et du coup, il va falloir gérer l'espace pour pas se faire absorber. Ceux qui sont contre les joueurs qui sont dehors, qui sont pas le Gamergater, par exemple, si on choisit Roger, et ben les autres joueurs vont devoir se pousser pour pas se faire attraper par la puanteur. Mais du coup, comment ils se poussent les uns avec les autres? Physiquement, quand tu t'approches de l'un ou de l'autre, t'éjectes un petit peu l'autre. Il y a une espèce de rebond, quoi. Enfin, tu peux te pousser, comme tu poussais un coup d'épaule, puis que je te pousse, puis que tu pars un peu. Tu vois ce que je veux dire? Les murs aussi te repoussent. Ouais. Donc, du coup, il va falloir gérer l'espace pour pas se faire convertir. Voilà. Et le gagnant, à savoir que chaque fois que le méchant arrive à bouffer un personnage neutre, il gagne 30 secondes de plus, ça se joue sur 2 minutes. Et, donc attends, le méchant, c'est celui qui a l'aura de puanteur autour de lui. C'est celui qui a l'aura de puanteur autour de lui, et puis son but, ça va être de tous les bouffer, en fait, et lui en 2 minutes. Mais chaque fois qu'il en bouffe un, il a le droit à 30 secondes de plus. Juste pour bien comprendre, la caméra, enfin la vision du jeu, c'est quoi? C'est du Bomberman, c'est du... On voit toute la pièce. Vu du dessus, on voit toute la pièce. Un one screen, donc un écran. Un écran, il n'y a pas de jeu de caméra. Voilà, tu vois clairement l'aura autour de puanteur. Bon, probablement ce que tu vas faire en gros, c'est que suivant celui que tu choisis, tous les autres joueurs seront en fait des skins de l'autre en fait. Donc c'est-à-dire si tu choisis moi je pensais pas. Non, pour moi c'est vraiment les autres, c'est pas l'autre, c'est des gens neutres. En fait, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée que c'est des gens, c'est toi et moi, c'est des gens qui sont ni dans une extrême ni dans l'autre, tu vois. Et que chacun que le gars qui est du côté du Gamergate ou l'autre qui est le Social Justice Warrior, qui sont les deux extrêmes, va essayer d'attraper pour les mettre dans leur camp. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Vous me regardez avec un regard interrogatif. Je suis pas clair dans ce que je dis? On arrive à la fin. Mais c'est juste qu'en fait, je me demande comment les gens ils évitent en fait non, mais l'aura fait pas toute la pièce. Ouais. Donc elle est assez grande, mais tu peux justement tu peux t'enfiler entre les coins et tu peux essayer de coincer les autres pour qu'ils tombent dedans. Ce que Vutraire a envie de savoir, c'est si il y a des moments, par exemple, les personnages se percutent ou l'aspect sexuel de la chose. Écoute, je suis désolé, j'ai rien prévu de ce côté-là. Les 3 minutes se sont écoulées, Vutraire. Alors on va continuer à discuter. De cette idée. Oui. Ce qui est pas clair pour moi, c'est les manipulations du personnage. C'est-à-dire, est-ce qu'on est uniquement dans des déplacements? Juste des déplacements. Que des déplacements. Que donc des déplacements. Au stick analogique. Au stick analogique, c'est vrai que j'ai pas précisé. Est-ce qu'il y a des vitesses variables? Par exemple, est-ce que la personne qui est puante est plus lente que les autres? Elle est plus lente que les autres. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est que les autres se repoussent aussi, ou bien il y a aussi oui, ils se repoussent entre eux. Puis du coup, tu peux pousser les mecs tu peux les faire rentrer dans le. Parce que le but, c'est d'être le dernier survivant. D'accord. Voilà, exactement. Ok, là, je comprends. Ouais. Voilà. Bon, après, ça reste à libre interprétation. Ils peuvent essayer de survivre tous ensemble, mais globalement, le but, c'est d'arranger le jeu pour que ce soit très difficile. Qu'il y ait des scissions qui se créent. Est-ce que tu penses à des... Est-ce que tu penses par exemple à du level design avec des bumpers ou des trucs comme ça, où tu peux tout à coup pousser quelqu'un d'autre sur un bumper et puis ça le propulse hyper loin sur le puant, ou des rebonds ou des trucs comme ça. Ou des trucs qui font que tu tombes et puis que pendant quelques secondes t'es étourdi et tu peux plus bouger, ou des choses comme ça. Tout à fait, pour voir même dans un deuxième temps mettre des spécificités sur les personnages neutres. Tu vois, des pouvoirs spéciaux, je sais pas, qui permettent soit il dégage plus loin, soit il est
il trébuche moins facilement, ou il est plus dur à renvoyer. Enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe quand, parce que Bomberman a résolu la question, qu'est-ce qui se passe quand le timer est fini? Enfin, est-ce qu'il y a un moment où il y a une mort subite? Alors non, quand le timer est fini, c'est si en fait c'est le méchant en fait qui a perdu en fait. D'accord. Donc il y a une possibilité de gagner à 5. À plus, ouais, bien sûr, tout à fait. Donc, c'est difficile, mais c'est possible. D'accord, ce serait difficile en gros. Le but, c'est de créer la tension pour que ça force les autres joueurs à se trahir entre eux. Mais c'est ok, voilà. D'accord. Et puis comment tu créerais justement ce système de trahison? Déjà, je pense avec une aura assez grande, vraiment. Parce que moi, ça me fait énormément penser ton jeu à, alors de manière un peu plus simplifiée, mais tu sais, au jeu que tu as dans la cour d'école avec le ballon où tu as une personne au milieu. Puis tu te passes le ballon parmi, puis la personne elle doit réussir à choper le ballon au milieu, tu vois. Ouais. Puis soit tu as un système où en gros tu peux faire exprès de mal lancer la balle à l'autre pour que ce soit lui qui arrive pas à la rattraper, puis à ce moment-là ça change les positions au milieu. Tu vois ce que je vois pas le jeu en fait. Je vois la balle brûlée, la moi. mouche. Ouais, c'est le jeu de la mouche. C'est disons 5 personnes qui ont tous un ballon. Et puis au milieu, tu as la mouche. Ouais. Et puis si la mouche arrive à saisir le ballon en vol, et ben, c'est la personne qui a lancé le ballon qui va au milieu. Tu vois. Et puis tu as un truc qui est souvent emmerdant dans ce jeu, c'est si tu arrives. Alors après, ça peut aussi provoquer du bizutage et des trucs comme ça, mais soit le groupe rentre dans une dynamique où en gros ils font en sorte de se passer super bien la balle et donc la mouche ne change jamais, tu vois. Donc c'est-à-dire ils font vraiment les bâtards, ils la changent jamais à un moment la mouche. Soit tu rentres dans des dynamiques où tu vas faire en sorte donc de mal envoyer la balle à quelqu'un d'autre pour que cette autre personne la lâche et que la mouche récupère la balle, et à ce moment-là c'est l'autre personne qui a quand même touché la balle qui va se Alors moi je voyais plutôt l'idée de dire j'y pense maintenant pendant que tu parles parce que je vais pas réussir à penser à tout, mais ce qui serait intéressant en fait notamment au système de combat, t'as peu pensé c'est vrai, au système de combat et puis le système de tir et tout ça. Non, le fait est que quand tu absorbes, que l'aura elle grandisse en fait, je trouverais ça et du coup plus t'absorbes des gens, plus ça devient difficile. J'irais vers quelque chose comme ça. D'accord. C'est-à-dire que tu as grandi cette espèce de masse critique. Donc tu prends quand même un risque en tant que joueur à donner en gros de la chair à canon, enfin les autres joueurs au pion. Mais par contre, et j'y pense maintenant, ceux qui sont absorbés, ce qui serait très cool, ça serait que ceux qui sont absorbés ont aussi le contrôle sur le personnage. C'est-à-dire que du coup, on commence à contrôler le personnage à de plus en plus. En fait, ça serait assez marrant, je pense. L'idée que du coup, les coups de joystick, il faut commencer à se coordonner quand on commence à devenir cette grosse entité pour pouvoir absorber les derniers types. Sinon, donc et tu là, je pense aussi de la coopération du côté des pions. Exactement. Ce que je pense qu'il y a bien, c'est le twist aussi par rapport au jeu que tu disais de base, c'est que là, en fait, le pestiféré, il a le rôle assez cool d'avoir du pouvoir et c'est lui qui est nocif. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez justif. Ok, je suis tout seul. Ça fait très l'homme noir en fait. Exactement. En fait, exactement. c'est juste. Ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose de très l'homme noir, mais dans un espace. Moi, je crois vraiment en des systèmes très simples de jeux de la cour d'école qu'on réimagine en jeux vidéo. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au niveau thématique, bon là j'ai mis cette histoire parce que c'est un sujet qui m'énerve d'une extrême ou de l'autre. D'accord. Cette idée de Gamergate, etc. Et je voulais montrer cette espèce d'extrême où au final il y a beaucoup de monde au milieu qui justement est beaucoup plus modéré et on voit que ces deux extrêmes, d'où cette idée de pestiféré. Mais c'est vrai que la première idée venait de cette idée de la cour de récréation, bien sûr, de la mise à l'écart de la cour de récréation, du gars qui a des chaussettes qui puent ou à l'adolescence qui met pas encore du déodorant ou tous ces trucs d'école quoi. Puis donc pour rebondir justement sur cet univers dont tu es en train de nous parler, les visuels, les assets, tu les imaginerais comment? Tu penserais à quelque chose en pixel art? Tu penserais à quelque chose dessiné presque même comme si c'était dessiné à la craie, quelque chose de très minimaliste? Quelque chose à la craie, tu sais, j'y avais pas trop pensé encore, mais je pense qu'effectivement quelque chose à la craie, sur un tableau noir, ça serait assez cool, je pense qu'on aurait quelque chose d'assez assez sympa. Je verrais bien quelque chose de crayonné comme ça. Et du coup l'intensité un peu avec un effet de craie, mais comme toi tu fais un peu pas la craie mais avec cette espèce tremblant dans les animations où tu redessines chaque trait en fait, il est pas forcément endroit, puis t'as ce truc un peu branlant qu'il y avait dans exactement les et je trouve que ça donnerait bien aussi pour l'entité un peu nuage comme ça qui serait un peu tremblant. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais en fait c'est intéressant parce que ça dépend de la tonalité que tu veux du truc, parce qu'au début tu disais il y avait l'idée de vouloir un peu troller moi sur le Gamergate et puis tout ça, puis du coup si tu utilises la mais là je partirais plus sur l'école du coup.
Ouais, ok, Ouais. mais du coup, puis tu Et zappes, que, là. enfin- Ce qui est pas plus mal. Je pense que. Enfin, moi, ce que je préfère, parce que c'est mon. Enfin voilà, j'aime bien ce moment-là. Mon jeu de société tourne là autour aussi. C'est un moment que j'aime bien et qui me parle beaucoup. Mais là, j'essaie de faire un effort de m'en détacher, mais je me rends compte que le de base revient là. Quoi. C'est ça qui est rigolo. Ça... Bon, mais Ouais. ça par la force des choses. Je pense de toute façon, il y a des systèmes qui marchent bien. Et puis après, c'est bien effectivement de s'en inspirer, de les reprendre. Et puis après, il y a quand même un moment, il faut aussi apprendre à. Je pense qu'il faut aussi apprendre à les abandonner, quoi, à les mettre de côté ou à. Voilà, c'est ce qui permet aussi peut-être des fois de Un peu construire comme quelque chose de différent. un peu comme le designer de Love Letter qui lui s'éloigne beaucoup de Oh ces là. systèmes. Oui, Waouh, Alors, le truc pour ceux- balancé. Explique pour la mise en contexte, Ouais. peut-être, de Sandro parle de Seiji Kanai, qui est un auteur japonais que personnellement moi j'aime énormément, mais qui est un peu tombé dans ces dernières années dans une dynamique que moi je trouve un petit peu dommage, probablement Sandro aussi, qui a trouvé un système de jeu, une mécanique de jeu qui a très bien marché dans un jeu qui s'appelle Love Letter, qui est un jeu de cartes, donc un peu apéritif, avec quelque chose de très très punitif, où en gros les parties peuvent vraiment durer 1 minute, voire Ouais, même c'est ça. moins. Ça peut être très très rapide, très punitif, très efficace. Et puis le problème, c'est qu'il est un peu en train de reprendre cette même mécanique. Et on en est presque maintenant au 15e jeu qui retravaille sur exactement le même système. Moi, je suis très partagé par rapport à ça parce que justement, la question se pose aussi de moi en jeu de société, si qu'est-ce que j'ai envie de faire après. Et je trouve intéressant. En fait, moi, je pense qu'il aurait dû s'arrêter à un moment, mais je trouve très intéressant qu'avant Love Letter, il y en a eu d'autres qui étaient sur le même principe. Et à Love Letter, il est arrivé à quelque chose d'essentiel, en fait, d'essentiel. Et c'est ce que je le reprocherais plutôt, ça serait d'avoir continué. Oui. Mais je trouve intéressant l'idée de dire on met une mécanique en place et à la place de la jeter après l'avoir utilisée une fois, on regarde ce qu'on peut en Bien faire sûr. de mieux. Et ça, je pense que des fois on le fait pas assez. Et il y a des itérations qui sont excellentes de Love Letter. Il y a un autre jeu qui s'appelle Lost Legacy, qui est vraiment très bien, qui reprend aussi beaucoup cette mécanique, qui est pour ma part, en tout cas pas aussi bien que Love Letter. Non, mais pour qui moi, est, Love Letter là, c'est mais qui vraiment transforme un tout petit peu la mécanique. On est dans quelque chose de très très simple. C'est comme si vous preniez vraiment je sais pas, moi, c'est des différences. Vous prenez, je sais pas moi, je vois la boîte de Super Meat Boy, mais vous prenez Super Meat Boy puis vous changez juste un peu le level design ou quelque chose comme ça, ou peut-être. Ouais, il a enlevé c'est vraiment essentiel, quoi. Vraiment, c'est impressionnant à quel point Love Letter, il y a plus rien à l'enlever, quoi. Il est arrivé à quelque chose de vraiment impressionnant. Il décompose vraiment le jeu de cartes et il le prend dans son essence. Surtout son système à lui, c'est ça. C'est vraiment, il a essayé de mettre, on sent qu'il a essayé plusieurs choses et que là, il est arrivé à une espèce de pureté de sa mécanique où il est arrivé où il y a plus rien en trop, elle fonctionne juste avec le minimum. Et c'est waouh. Quel titre tu donnerais à ton jeu, Sandro ? Mais j'ai pas pensé à ça parce que je suis parti sur à l'écart. Du coup, écoute, je me suis dit, si nos auditeurs ont envie tout à coup de nous proposer certains visuels, peut-être de Roger ou Josiane, ou certains level design, ou si. peut-être le main menu. Ou peut-être aussi des Attends, nouveaux attends. prénoms pour nos personnages. Parce que Voilà, c'est ça, je crois qu'il Si est on temps part- aussi de. Non, alors j'ai un truc, si on part sur le côté école, j'aimerais bien Casse-toi tu pues. Casse-toi, Ah, tu cool, ouais. Ouais, je trouverais assez cool. Très bien, c'est noté. Voilà, Casse-toi, tu pues. Si dorénavant vous voulez référer donc au projet de Sandro qui nous a proposé donc dans ce premier Tartine Mécanique, référez-y comme le projet Casse-toi, tu pues. Donc avec Roger ou Josiane. Merci beaucoup Sandro. On prend peut-être un moment Sandro pour discuter de De ce que vous avez fait pendant que ce j'étais qu'on pas a là. fait discrètement, comment on a. Oh là là. Parce qu'on est un Je peu me sens des menacé. joueurs, tu sais. Non, écoute, ça te menace pas vraiment. C'est juste qu'on a fait un Non. petit pari avec Vutraire. Oh Alors, bon, yeah. les auditeurs l'ont bien sûr déjà entendu, donc on va le faire assez rapidement. Mais en gros, on a parié sur le fait que tu dises ou pas le mot combat dans les 3 premières minutes du pitch de ton jeu. Tu n'as pas dit Tu l'as pas dit, mec, c'est mal. Tu n'as pas Tu dit l'as pas dit, le quoi. mot combat. Ouais. Vutraire Ah, c'est avait... pour ça que vous cherchiez les interactions. Je tout ça. cherchais comme un gros Ah, clébard. D'ailleurs, les t'as pas vu salauds. les yeux de David qui disaient non mais arrête, t'es vraiment pas sympa, c'est pas cool. C'est-à-dire, ça sera peut-être à Ah, mais je discuter comprends effectivement. mieux vos regards vides. Je me suis dit, mon truc il est pourri. Non, Et non. vous étiez en train de. Ah. Ça sera Désolé. peut-être à discuter avec les auditeurs, c'est jusqu'à quel point on peut orienter, l'autre. Si tout à coup on reprend peut-être une fois ce petit jeu. Qu'est-ce qu'était à ton avis, Sandro, l'enjeu de ce pari ? À l'enjeu de ce pari, je sais pas. Peut-être.
le prochain qui passe à la casserole pour le thé. Enfin, non, je sais pas du tout. Alors, je vois Alors, pas. l'enjeu du pari, tu veux le dire peut-être, Vutraire, comme c'est toi qui a perdu? J'ai tellement peur, tu te rends pas compte. En gros, vu que j'ai perdu, j'ai écrit un article sur. Enfin, je fais une espèce de review du jeu que David décidera de me faire jouer. Oh Même là en français, là. Donc, du coup, tout est Donc possible. voilà, réjouissez-vous. Hein. Ah, J'aurais c'est dû beau, peut-être ça. mettre des conditions avant, tu sais, genre dans une langue que je peux lire, Ouais. ou moins d'une cinquantaine d'heures. Donc Enfin, je vais non, mais j'ai passer confiance. probablement un moment, donc je vais pas faire, bien sûr, je vais pas te donner un jeu de 60 Ouais. heures. Hein, Ah, mais on rigole. Mais... Je vais passer un certain moment pendant ce podcast à réfléchir à quel jeu je vais te donner, puis probablement je vais te le donner à la fin Ah du ouais, podcast. comme ça en plus tout le monde est. Ouais, ok, mais ça va, c'est parfait. Mais ça tombe bien. Je vais finalement, peut-être ça m'inspirer sur ce qui se trouve autour de nous, on verra bien. Peut-être un jeu sur Virtual Boy, puisque je vois la Virtual Boy descendre. Je te la prête avec tombe. plaisir. Ah bah du coup je vais perdre du poids à force de vomir. Hein, Donc je pense. précisons que ça peut être aussi un article à chaud, hein. Ça pourrait être un jeu, ça peut être un jeu et contexte, oui, ça peut attends, être tu en Ouais. fais ce que tu veux. Il s'agit pas forcément que d'une review. Tu peux aussi Eh, tout à fait parler Et si d'un. ça se trouve, ça va être une merveilleuse révélation pour moi et genre Eh bien, jamais à la disons, bonne. je gagnerais pas grand chose à te faire jouer un mauvais jeu. Oui, oui. Ou alors peut-être oui en fait quand même. Moi, j'allais dire. Merci Sandro pour Casse-toi tu pues. Pardonne-nous de ne t'avoir écouté que modérément pendant le début de ton pitch. Dans mon pitch. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein. On t'écoutait quand Non, même. je On t'écoutait quand même un petit peu. On était très, très attentifs sur, Chaque mois. Chaque mois, sur voilà. tes c'est mécaniques. ça. Hein. On se demandait s'il Ouais. allait avoir une mécanique de combat à un moment. Voilà. Quand tout à coup j'ai entendu qu'il y avait du coop, je me suis dit Et puis, Tu peux nous donner les interactions C'est ça. Bon, passons. Alors, j'ai pas envie d'y rester beaucoup trop longtemps, mais je pense que ça peut être assez important, peut-être pour certains des auditeurs quand même ici qui nous entendent, peut-être nous exprimer là-dessus. J'ai pas envie de passer trop longtemps là-dessus parce que après on déblatère, on donne trop de place aussi à ce genre de choses. Mais je pense qu'il est quand même important que, disons, pour vous mettre en place, disons, le contexte que vous connaissez, il y a eu assez récemment, disons, une sorte de micro-clash avec un journaliste d'une presse plutôt générale sur Twitter. Un clash qui a eu comme sujet, disons, une manchette de journal qui était vraiment, enfin, on était vraiment dans de la putaclic, on était dans un jeu trash et autres. Très problématique sur lequel Sandro, c'est toi Sandro, hein, Ouais, qui a réagi, hein, qui a fait disons une vanne en disant qu'il s'agissait plutôt d'une position ou d'une vision qui était très années 90, années 90. Et puis aussi plus récemment, même si vous l'avez pas spécialement vu, il y a eu à la télévision, en tout cas en Suisse, un documentaire sur la violence dans le jeu vidéo, sur l'addiction et autres. Maintenant, j'ai pas spécialement envie de parler de ces objets eux-mêmes, hein, parce que finalement, ils méritent pas plus que ça qu'on leur offre une place dans notre podcast autour des mécaniques. Par contre, je pense qu'il est quand même important pour les auditeurs qu'on discute un petit peu de notre position à nous, en fait, par rapport à ces objets. C'est-à-dire comment réagir quand on est face, en fait, à un documentaire de 50 minutes qui tout à coup apparaît ou dont le lien apparaît sur Facebook, dont les gens parlent. Probablement aussi comme, disons, membre d'une scène locale de jeux vidéo, on va régulièrement peut-être avoir certains de nos amis ou certaines de nos connaissances. Moi, j'ai eu en tout cas énormément ça ce week-end, parce que j'étais en mariage, qui m'ont demandé mon avis sur, demandé mon avis sur le documentaire, qui m'ont demandé mon avis sur les jeux vidéo et la violence dans les jeux vidéo en général. Et puis c'est vrai que c'est pas tout le temps facile d'avoir une position claire et nette, disons, et puis je pense que ça peut être assez important ici de parler de quelle serait hypothétiquement la position d'un coin de pixel par rapport à ce genre d'objet. Comment, en tant que consommateur de jeux vidéo, en tant que personne, que ce soit nous, que ce soit probablement les gens qui nous écoutent, en tant que personne qui a envie d'améliorer la perception du jeu vidéo sur la scène publique, de montrer aussi aux gens qui tout simplement ne le pratiquent pas que c'est des objets culturels, qui ont de l'intérêt, qui développent tout simplement des thématiques qui correspondent tout simplement qui sont des thématiques humaines, hein. La violence c'est une thématique humaine. Voilà, comment est-ce qu'on peut nous se positionner, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes justement qui sont confrontées tout à coup à des gens qui les... Moi je distinguerais quand même deux choses. D'un côté pour moi il y a
effectivement les journaux qui avant, plutôt les journaux, le téléjournal, la télé en l'occurrence là, et puis effectivement l'autre c'était un journal 20 minutes pour pas le citer, Le 20 minutes. Le 20 minutes. Et qui, au début, il y a encore quelques années de ça m'énervait énormément en fait. J'étais vraiment très très énervé là contre, je trouvais ça injuste, beaucoup dans la rébellion, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a plutôt tendance à me faire rire en fait, parce que je trouve que, en fait, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et pourquoi ils font ça, et qu'au final, c'est même pas. En fait, c'est pas par eux que passera le changement, parce que eux ils suivent. C'est-à-dire que eux ils regardent le public qu'ils ont, et du coup, ils leur donnent ce que le public attend. On n'est pas dans cette idée de presse qui a envie de proposer quelque chose, qui a une vraie proposition, qui a vraiment, ce que nous on essaye de faire d'ailleurs, ce que nous ce en quoi on croit, de pas donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais de leur ramener des choses qui leur donnent à réfléchir, à rebondir, leur ramener on appelle ça, il y a un nom quoi, on appelle ça comment on appelle ça, ça m'échappe, une direction, Une éditoriale non, pas une éditoriale, quand on dit qu'est-ce qu'on a envie de proposer aux gens, le mot m'échappe, quand on est un journal, on a une bref, ça me reviendra, mais bref, on a une direction dans laquelle on a envie d'emmener les gens, et on fait tout pour les emmener là, pour montrer que voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on a envie de vous proposer. Là, on n'est pas du tout dans cette démarche là, on est dans une démarche on a envie de faire un maximum de pognon, donc du coup, comment est-ce qu'on donne aux gens à bouffer ce qu'ils ont envie de bouffer pour qu'ils achètent un maximum notre journal. Oui, et là, la question qui devient problématique, c'est avec la pratique actuelle du jeu vidéo et tous les gens qui y jouent, est-ce que c'est réellement des choses qui vont générer de l'argent, qui vont générer... Alors je pense particulièrement dans le cas de la TSR, j'ai participé justement donc la télévision suisse romande. Télévision suisse romande, ouais. J'ai participé à une étude justement qu'ils ont demandé pour savoir comment plaire aux jeunes. Et celle qui faisait l'étude m'a dit que la moyenne d'âge, elle est entre 50 et 60 ans, je crois, des gens qui regardent la TSR, la télévision suisse romande. Et du coup, c'est pas très étonnant du coup de faire des reportages qui vont dans ce sens-là, parce que c'est l'image qui ont les gens qui ont 50-60 ans, majoritairement du jeu vidéo. Donc, et pour moi, ça va dans cette idée de... Voilà, d'abreuver dans ce sens-là, de dire ces gens-là ont peur, ils ont peur de ça, alors du coup on va faire des reportages sur la peur. Et ils auraient des gens de 15 ans, et ben ils passeraient leur temps à faire des reportages pour dire c'est super. C'est pas... Ils ont pas de race quoi. C'est pas directement. Non mais c'est vrai, c'est pas directement dirigé contre le jeu vidéo. Et c'est pareil pour tous les sujets. Ouais. On fait ce que la majorité de nos auditeurs ont envie d'entendre. Bien sûr. Donc toi, tu prônerais, pour bien comprendre, plutôt une prise de distance. Totalement, une prise de distance. Attendre probablement que ces discours disparaissent, puisqu'ils sont déjà quand même un peu en train de s'estomper. Et c'est une question juste de temps, en fait. Voilà. C'est vraiment une bête question de temps. Et vaut mieux probablement plus remplir les espaces de merveilleuses émissions comme le podcast Tartine Mécanique. Exactement. Le podcast qui s'étale. Exactement. Et à part ça, pour souligner, parce que et ça j'aime bien le faire aussi, c'est dire on a mis en avant, nous, sur notre Facebook, le super article qui a fait le temps sur notre présence au Stunfest. Il y a eu un article aussi d'un de nos amis créateurs dans un des journaux régionaux sur son jeu, qui était aussi très très bien. C'est en train d'arriver. Il y a même là aussi, j'en ai un sur mon bureau là dont il faut que je parle. La presse genevoise aussi a parlé d'un RPG qui a été fait à Genève, avec un super article aussi très intéressant. Oui. Donc on voit que il y a plein de choses chouettes. De toute façon, c'est en train de changer. Et voilà, c'est en train de changer. Ouais. Voilà, ça, autant rire et puis... Exactement, ouais. Ouais, je pense que c'est encore plus rigolo de... c'est rigolo de s'en moquer, parce que du coup, ça n'a aucun sens. Il n'y a plus envie de gaspiller de l'énergie à vouloir construire un argumentaire, ou bien prouver par ci ou par ça, parce qu'en fait, ça a déjà été fait depuis un moment, puis s'ils refusent de l'écouter... autant s'en moquer, quoi. Je pense que ça aura plus d'effet. Puis comme tu dis, finalement, ça prêche déjà à des convertis, du coup. Voilà. Oui, puis alors au-delà de ça, si je peux vraiment donner mon avis, parce que je pense que je suis le seul des trois à avoir vu le reportage. Oui, c'est vrai. Le reportage à la télévision. Je pense que le problème réel, disons, du reportage, c'est pas forcément Pour moi, c'est un sujet qui fait sens. Ça peut être intéressant de discuter, par exemple, de la manière dont un Call of Duty est pensé, peut-être, au sein d'Activision, pour générer
de l'addiction, pour générer une forme de plaisir qui est borderline justement agressif, une sorte d'envie d'y revenir, une rage, parce que ça permet d'avoir plus de joueurs, ça permet de les faire revenir sur le jeu. Je suis convaincu qu'il existe aussi beaucoup dans le jeu mobile des psychologues qui sont de l'autre côté de la barrière, puis qui sont des gars qui offrent leurs services, comme on a ça aussi à Las Vegas, comme on a ça avec les pachinko au Japon, qui offrent leurs services pour tout simplement utiliser leurs recherches à des fins que nous on jugerait mauvaises, en guillemets, qui sont des fins... Alors après, est-ce que ça existe ou pas dans Call of Duty ? C'est typiquement le genre de questions qui devrait être directement posées concrètement par un reportage télévisé ou par une analyse. C'est justement ça qu'il faudrait résoudre. C'est si ces objets-là sont vraiment construits comme ça. Là, on est dans des discours qui sont trop généraux et je pense que le problème principal de ces documentaires, c'est que c'est pas une question de connaître ou pas les objets, c'est pas une question que les réalisateurs connaissent ou pas, qu'ils aient touché ou pas une manette ou qu'ils aient joué ou pas à Call of Duty, mais c'est juste, il s'agit tout simplement, on est en train de parler d'un jeu vidéo, il s'agit de parler de quelque chose de concret, d'un système de jeu. Par exemple, si on parle de GTA, comment est-ce que les mécaniques de jeu de GTA gèrent par exemple la violence ? Est-ce qu'il est important, par exemple, dans un documentaire, de parler du fait que dès qu'on fait un crime, on aura la police qui va nous poursuivre. Donc immédiatement, on aura une réponse dans l'interface du fait qu'on a fait quelque chose. Une sanction morale par le système. Par le système. Alors après, on peut aussi discuter de la manière dont c'est fait dans GTA, parce que bien sûr aussi le propos de GTA, c'est autre chose. Mais vraiment, je pense que voilà, un documentaire intelligent, ce serait un documentaire qui parle aussi vraiment concrètement de l'objet. C'est-à-dire, si vous faites ça pour le cinéma avec un film extrêmement violent, c'est comme s'arrêter par exemple sur un Starship Troopers de Verhoeven et puis voilà, puis uniquement regarder la surface puis dire c'est un film violent, quoi. C'est un film violent, point. Et ne pas aller réellement dans le film, voir comment le jeu d'acteur est construit, comment tout simplement le montage est fait, et réellement comprendre qu'est-ce qui est en train d'être travaillé comme discours autour de la violence. Donc voilà, il faudrait juste des documentaires, à mon avis, on en est au point, enfin, où on arrête d'écrire des bouquins qui s'appellent « Qui a peur des jeux vidéo ?», qui sont des trucs hyper généraux. On arrive enfin dans des bouquins écrits sur Spelunky, des bouquins écrits sur des objets précis, des analyses précises sur des jeux, des objets et des sujets concret, où on a vraiment quelque chose de précis qu'on peut discuter. Donc voilà, mais je partage effectivement cette position, même si je trouve, comme vous avez vu, je trouve quand même important quand même d'en discuter un petit peu, puis que les auditeurs ils connaissent aussi un petit peu notre position par rapport à ça. Donc on va pas en faire tout un foin et puis s'outrager de ça. De toute façon, les choses vont changer. Pour l'anecdote, d'ailleurs, je me suis beaucoup posé la question s'il fallait que je regarde l'émission et que je réécrive un article comme je l'avais fait à l'époque. Exactement. Ouais. Et honnêtement, je me suis dit que ça ne valait plus la peine. Oui. Vraiment, c'est ça que j'ai ressenti. J'ai pas eu l'impression que la première fois, ça a été très utile. C'est-à-dire que oui, les gens ont bien réagi, ils ont trouvé l'article intéressant, ils l'ont trouvé... mais pour les gens qui étaient en fait dans la communauté des joueurs, même élargie, mais pour la TSR, je sais que là-bas, ça avait été lu, mais ça change rien, parce qu'encore une fois, pour le problème que j'ai expliqué tout à l'heure. D'autant plus que nous aussi, à notre tour, il ne faut pas qu'on rentre dans des discours englobants, c'est-à-dire les médias sont comme ci, les médias sont comme ça, mais qu'on remarque aussi typiquement que la même chaîne de télévision a fait une émission beaucoup plus ouverte il y a 1 ou 2 ans, qui était beaucoup plus tolérable par rapport à la vision du jeu vidéo qu'elle présentait. Donc voilà, il s'agit juste de la vision de 2 réalisateurs qui est relativement rétrograde, voire un tout petit peu justement... en tout cas, c'est pas très bien documenté, c'est pas très bien construit. C'est ça, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut souligner. Il s'agit d'une proposition. Ce qui est rigolo, c'est que quand ils en parlent en bien ou en mal, dans tous les cas, jusque-là, ils nous ont proposé des travaux qui sont un peu ridicules, en fait. Voilà, parce que c'est pas... Moi, je m'en fous qu'ils en parlent en bien ou en mal, mais c'est que c'est mal fait. Comme tu dis, il y a plein de choses à dire en mal, il y a plein de problématiques intéressantes à aborder, qui existent réellement et qui sont vraiment à discuter. Mais dans les 2 cas, ils sont pas foutus de faire quelque chose de correct parce que c'est fait par-dessus la jambe, quoi. Et voilà, on va conclure sur ce petit sujet. Et on va quand même terminer, puisqu'on a la chance d'avoir une question du public. Premier tartine mécanique. The fuck? Ah, yeah. Premier tartine mécanique, première question du public. Et on espère qu'on en aura beaucoup plus. Donc on vous rappelle aussi, bien sûr, n'hésitez pas, que ce soit sur notre Facebook, que ce soit sur notre Twitter, que ce soit sur tout simplement le blog, le site Un Coin de Pixel, ou en passant par
l'adresse mail d'un compte Pixel, un compte Pixel Ouais. gmail.com. Non, c'est alors il y a info@uncoinpixel.ch voilà. et puis Pardon. autrement vous pouvez directement aller aussi sur le site, il y a un formulaire contact, vous n'hésitez pas, ça arrive sur cette adresse là, Voilà. donc vous pouvez aussi Et donc, balancer, je recevrai vos questions, moi, le grand modérateur, je recevrai vos questions et bien sûr, donc des questions qui peuvent traiter de tout, même si vous avez compris plus ou moins que notre Sauf de podcast, notre intimité. sauf de notre intimité d'Yves Ou alors. Vitraire, même si peut-être une petite somme est attachée au... ou un peu de bière pour un votre peu de bière. ça suffit. est Donc, attachée. il y a mon adresse quelque part, vous la trouvez facilement. Voilà, pour envoyer les bières. Première question, donc c'est une question qui nous vient d'Aurélien Dacampo, Oh, qui est quelqu'un qu'on connaît, Oui. dont on a un tout petit peu parlé avant, qui travaille sur un jeu qui s'appelle Looking for Imago, qui est donc un créateur qui évolue aussi un petit peu dans la scène dans laquelle nous on évolue. Et qui nous a très gentiment donc envoyé une question quand il a appris qu'on allait enregistrer ce podcast. Donc lui, ce qui l'intéresse tout particulièrement, et c'était les questions qu'il voulait nous poser, c'est la mécanique du risk versus reward, donc du risque contre la récompense. Et il aimerait bien qu'on passe peut-être un petit moment. Donc voilà, sa question c'est quels sont les éléments caractéristiques d'une situation risk-reward. Donc qu'est-ce que nous on définirait comme une situation risque contre récompense. Et puis quels sont surtout selon nous, comme ça, sur le coup, les meilleurs jeux qui exploitent, ou disons une situation qui exploite le mieux ce concept. Alors les exemples qu'il donne, que probablement Sandro va pouvoir sortir, c'est l'exemple de Spelunky, ouais, où il parle du effectivement. vendeur Ouais. susceptible et du totem de scarification. Et puis il parle aussi de The Binding of Isaac. Donc avec tout simplement le danger de continuer ou de s'arrêter. Moi, ça m'a fait beaucoup penser, on peut aussi rebondir là-dessus, ça m'a fait beaucoup penser à une mécanique qui est pas mal utilisée dans le jeu de société, dans le jeu de plateau, mais aussi dans le jeu de cartes. En fait, ça ressemble énormément à la mécanique qu'on appelle la mécanique du stop ou encore. C'est assez amusant d'ailleurs que dans le jeu vidéo, on parle du risque versus reward et que dans le jeu de plateau, on ait un autre terme pour ça, le stop ou encore. Donc l'idée du stop ou encore, elle est finalement assez simple dans un jeu de cartes. C'est vous avez un deck de cartes, vous avez probablement une carte sur laquelle il ne faut pas tomber, et donc vous pouvez continuer à piocher des cartes pour continuer à accumuler des richesses ou des points, mais si vous tombez sur cette carte fatidique, vous perdez tout. Ou alors vous perdez une partie donc des cartes que vous avez piochées. C'est une mécanique qui est très souvent rajoutée, très souvent d'ailleurs en annexe des jeux de plateau ou des jeux de société. Souvent c'est un petit truc qu'on met à côté dans une extension. Dernièrement, il y a eu l'excellent Dragon Run qui est complètement basé là-dessus. Exactement, avec une idée de dragon qui nous crache à la figure. On a un tas de cartes et on avance dans le donjon, mais il y a une quinzaine de cartes et il y en a une où le dragon nous crache des flammes. Le dragon crash, voilà. Et il faut pas tomber dessus. Puis donc tous les joueurs sont sur le même deck. Sur le même deck et c'est quand est-ce qu'on passe la main pour pas se faire cramer. Exactement. Ouais. J'ai une question. Puis, du coup, je me demande la différence entre stop ou encore et risque et récompense. Est-ce que ça pourrait pas venir du stop ou encore? Il y a la part de hasard qui me paraît être très prépondérante en fait par rapport à ce qui va arriver. Puis dans risque et récompense, c'est plutôt le skill qui est mis en avant. Puis du coup, ça expliquerait pourquoi ces deux paradigmes différents. Peut-être, parce qu'effectivement, Mais c'est comme une toi, j'ai une question, sensation différente. Enfin, Ouais. j'étais d'accord avec ce que tu dis, et en même temps, j'avais un sentiment un peu me disant, c'est quand même quelque chose de différent, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, en fait. Alors probablement ce serait le skill en fait. Peut-être. C'est-à-dire, si par exemple on vient sur ce qui moi m'apparaît comme parmi les meilleures mécaniques, ou en tout cas de ces derniers temps de jeux que j'ai joué, quand je pense à risque ou récompense, ça me fait beaucoup penser à la série de Miyazaki, à la série des Souls, à Bloodborne ou autre. Alors probablement beaucoup plus dans le premier Dark Souls, puisque disons, il y avait systématiquement cette idée de est-ce que j'explore plus loin le donjon ou est-ce que j'explore plus loin la zone? Comme ça, j'en apprends plus. J'apprends s'il y a des nouveaux ennemis et puis je découvre probablement des nouveaux trésors. Ou est-ce que je rentre au feu de camp tout en sachant qu'une fois que je suis au feu de camp, tous les ennemis vont réapparaître au prochain run. Donc il y a systématiquement ça qui est à mon avis très fort dans cette série. Maintenant, ce que je trouve très intéressant, c'est la manière, il y a un moment qui pour moi est systématique en fait dans cette série des Souls, mais aussi dans Bloodborne, c'est le moment où tout à coup le joueur il réalise en fait que la meilleure manière de jouer à ces jeux, pour être le plus efficace,
c'est très souvent en fait de prendre en compte l'univers du jeu avec le rapport à la mort, au fait qu'on va systématiquement mourir et qu'on est un personnage qui est lui-même immortel puisqu'il revient tout le temps, et donc de faire ce que certains appellent dans la communauté des suicide runs, donc des courses suicides, où on se contente, puisqu'on n'a plus rien à perdre, on n'a plus d'âme, on n'a plus d'expérience à perdre, on se contente de courir le plus loin possible en fait dans le donjon pour apprendre le plus d'informations qu'on peut sur la zone en fait. Et je trouve assez intéressant comme tout à coup les systèmes de Dark Souls en fait nous poussent à un certain moment ou invitent le joueur, ou peut-être c'est les communautés eux-mêmes qui ont décidé de le faire à un moment, à en fait péter ce système de risque versus reward pour complètement l'inverser et rentrer dans un truc où en fait on ne prend pratiquement plus de risques puisque de toute façon on part du principe que on revient tout le temps à la vie. C'est là où vu que de ce point de vue-là, alors moi je suis... c'est un petit peu, au final, on retrouve effectivement Spelunky, mais Spelunky, pour empêcher ça, génère aléatoirement ces niveaux, ce qui fait qu'on ne peut jamais faire ça. On ne peut jamais faire ça. On ne peut jamais faire ça et on est toujours obligé de jouer le jeu, en fait, parce que sinon, voilà, c'est pas possible autrement. Mais j'aimerais revenir sur l'idée du skill qui séparerait le risk and reward du... stop ou encore. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par skill? Le fait de comment on manie le personnage et des capacités physiques donc du personnage, la personne qui tient la manette, c'est ça? C'est-à-dire que dans le stop ou encore, t'as uniquement une notion de chance. C'est ça. Ou alors, à la limite, ce que tu pourrais rajouter dans le jeu de cartes, c'est que ça te demande de connaître ce qu'il y a dans le deck. Et donc, peut-être, tu arrives à calculer dans ta tête combien de cartes dangereuses il reste dans le deck. Mais où je voulais en venir, c'était l'idée de dire que moi, j'avais un contre-exemple, en fait, en me disant que est-ce qu'effectivement, c'était pas vraiment la même chose? Parce que si on prend ce jeu sur iPhone qui est Hoplite, on en a déjà parlé un petit peu, qui est un jeu au tour par tour, on avance, c'est des étages de donjons, où il y a des ennemis, en fait. Un tactical avec un seul personnage, en fait, qu'on avance au tour par tour sur des hexagones et on doit descendre. Et à chaque étage, il y a un hôtel dans lequel on peut apprendre des choses. Mais il y a certains cas où c'est toujours la tension entre est-ce que je descends ou est-ce que je vais à l'hôtel, en fait, pour pouvoir apprendre des nouveaux pouvoirs, sachant que des fois je vais peut-être pas avoir des trucs très intéressants. Donc là, il y a aussi un petit peu cette idée de est-ce que j'y vais pas, mais par contre, il n'y a pas de notion de skill, enfin, il n'y a pas de notion d'adresse physique, vu que c'est un tour par tour, on n'est pas du tout dans quelque chose de l'ordre de l'adresse. Donc je sais pas, j'ai de la peine à... J'ai l'impression en fait qu'on prend le problème par le mauvais bout, mais j'arrive pas à dire pourquoi en fait. De cette idée de est-ce que le stop ou encore c'est la même chose que cette notion de risk and reward. J'ai l'impression que risk and reward c'est plus large. En fait, c'est plus qu'une... Moi, j'ai l'impression que ça englobe en fait l'idée de prise de décision, qui est inhérente au jeu, en fait. Moi, et du coup, j'ai de la peine à limiter. Pour donner un exemple concret, puisque j'ai travaillé pour ma part directement avec Aurélien, donc qui a posé la question lors de la Level Design Game Jam, qui a organisé un coin de pixels, donc sur un niveau de Mario Maker. Je me souviens justement d'avoir beaucoup discuté avec Aurélien. On a fait, disons, un premier décor qui est en une sorte de creux, comme une sorte de puits, où vraisemblablement on voulait diriger le joueur vers ce puits en fait. Mais le problème c'est que puisqu'on a le puits, on a aussi un autre côté du décor qui va remonter de l'autre côté du décor et dans lequel on doit quand même penser la possibilité que le joueur il puisse tout simplement, plutôt que de descendre directement, plutôt que de penser à descendre, il va faire ce qu'on fait très souvent dans un jeu de plateforme à la Mario, c'est-à-dire d'aller de gauche à droite. Puis donc c'était très important pour lui, et puis j'en suis d'accord avec lui, puis peut-être c'est aussi ça qu'il entend par risk and reward, qu'il se trouve quelque chose, qu'il se trouve une récompense tout en haut, donc sur la paroi droite de ce puits où normalement, disons, on ne veut pas plus que ça diriger le joueur. Puis ça rejoint peut-être aussi tous ces designs, justement, que tu peux avoir dans des jeux, je sais pas moi, God of War ou Devil May Cry, où on n'imaginera jamais mettre un couloir sans rien en fait. Mais alors là, c'est moins une notion de risque pour moi que plutôt une notion d'exploration. Une incitation à l'exploration, puis effectivement, ouais. Mais je trouve marrant que tu viennes à Mario parce que je voulais en parler. Je pense que c'est un jeu dans son design. D'ailleurs, allez regarder l'excellente vidéo je link souvent Games Maker Toolkit qui a fait une très bonne vidéo d'analyse du game design de Mario. Et effectivement, il y a quelque chose qui revient souvent dans le level design de Mario. C'est l'idée que des fois, tu as des difficultés, tu as des passages assez difficiles, mais où tout d'un coup, ils vont te caler un point d'interrogation avec tu sais pas quoi comme récompense au milieu. Et tu te dis,
est-ce que je vais à la fin de la séquence sans essayer d'aller le chercher parce que je sens que je vais me péter la gueule et que c'est déjà assez hardcore comme ça, et en une fraction de seconde, tu es sur une plateforme qui bouge sur elle-même, qui tourne, et tu dois te dire, est-ce que je prends le risque d'attendre le bon moment pour essayer d'atteindre ce point d'interrogation pour voir la récompense, ou est-ce que, non, là je la sens pas, je traverse et puis je m'en fous parce que de toute façon, j'en ai pas besoin pour terminer mon niveau. Mais c'est vraiment cette balance-là, et c'est comme ça aussi que j'entends, je pense que cette idée, lui qui fait aussi un jeu de plateforme, cette idée de risk and reward, où tu mets à un moment le joueur dans un espèce d'équilibre où une fraction de seconde, il doit se dire, ok, est-ce que je vais prendre un risque supplémentaire pour quelque chose dont je suis pas sûr que la récompense sera intéressante ou que j'aurai besoin, il y a un petit côté aléatoire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Voilà. Mais ça, c'est des mécanismes de renforcement positif que tu vois dans les... comment dire ça, tu sais, quand t'es pas sûr de la récompense, mais une fois t'as eu quelque chose de bien, t'as beaucoup plus souvent envie de vouloir y retourner, même si t'es pas sûr à 100% que ce serait quelque chose de bien. Le fait qu'il y ait du hasard, ça te laisse entrevoir que ça peut être mieux, et du coup tu t'accroches plutôt à ça, et du coup tu vas le tester. Le point d'intégration, il est pas anodin. Si on te mettait directement que c'était une vie, il y a moins de chances que tu y ailles parce que tu sais déjà à quoi t'attendre. Tandis que si t'en es pas certain, tu peux t'attendre à mieux. Et même dans le cas d'un système hyper. Mais du coup, est-ce que le risk and reward est lié au hasard? Profondément, est-ce que... En fait, tu peux l'amplifier avec l'idée de rendre la récompense qu'on peut te laisser miroiter qu'elle est encore mieux que ce que tu as pu avoir. Et ça, c'est le truc dont on est hyper efficace. Mais est-ce qu'on peut avoir du risk and reward sans hasard? Je réfléchis. Ah oui, ça je pense. Je sais pas. Ouais. J'essaie de chercher un exemple, en fait, de cette idée de... Tu pourrais par exemple imaginer justement peut-être un jeu à la Bayonetta ou un jeu à la God of War où tout à coup tu as un couloir très long avec énormément d'ennemis, une sorte de salle, tu vois, une sorte de salle où tu as énormément d'ennemis qui respawn, qui est très difficile à terminer. Et à la fin, tu as la scène de cul. Vu que c'est non, mais je vois, et donc il faut qu'à la fin tu aies suffisamment d'expérience ou tu aies une nouvelle arme ou un truc comme ça. Ou le Metroidvania, quoi. L'idée du Metroidvania où tu as des cœurs qui augmentent ta barre de vie dont tu n'as pas besoin pour terminer. Tu sais que la récompense est au bout d'un endroit plus difficile qui est complètement optionnel. Dès que tu l'as eu une fois, ouais, après tu t'attends à voir facilement la même chose si ça se répète plusieurs fois. Mais est-ce que quand c'est déterminé, c'est-à-dire que si je te mets sur la map, regarde là, t'as un cœur, mais par contre l'endroit il est hyper hardcore, est-ce que on parle encore de risk and reward? C'est ça. Est-ce qu'on parle encore de risk and reward à ce moment-là? Parce que tu sais exactement ce que tu as au bout. En fait, est-ce que là on parle encore de ou c'est un passage optionnel juste difficile? Ouais, donc, à ce moment-là, la prise de risque, elle serait complètement gérée, c'est-à-dire tu sais ce qui t'attend au fond. J'ai l'impression que ce terme risk and reward est très vague et j'ai un peu de peine à l'ancrer dans quelque chose, de sûr. Tu vas dire voilà, ça c'est. J'ai l'impression que c'est un terme qui est un peu. Pour moi, il est lié, en tout cas instinctivement, il est lié à la prise de décision et du coup pour moi quelque chose de beaucoup plus large qui fait que si t'as pas de prise de décision dans un jeu, c'est pas un jeu. Ouais. Donc voilà. Très bien, c'est la fin. On va peut-être terminer le podcast sur Vutraire qui fulmine. non, sur les vapeurs. Hein. Je vous invite à aller voir les 4 podcasts de Life is Strange faits par Vutraire et non, on Sandro. a fait un podcast, mais on a fait 4 articles. Pardon, oui, c'est juste 4 articles. Pardon, oui. Non, alors moi, juste pour terminer, ça me fait aussi penser à un jeu. Alors, je sais pas si c'est du risque versus reward. Je me souviens plus du titre de ce jeu, mais c'est un jeu qui est entièrement pensé pour la plateforme Twitch, c'est-à-dire il n'y a qu'un essai pour y jouer. Ah oui, j'ai entendu parler. Donc une fois dans sa vie seulement on pourra jouer au jeu, puis donc toute la mécanique pour moi de risk and reward, même si effectivement peut-être que ce n'est pas vraiment une, c'est à quel moment on va décider de jouer sa seule vie en fait dans le jeu, puisque toute la communauté joue en même temps au jeu. Donc est-ce que on regarde des gens jouer au jeu pendant 1 an, 2 ans pour essayer d'apprendre par cœur les ennemis, les mécaniques, le level design pour essayer d'aller le plus loin possible, ou est-ce qu'au contraire on prend un risque sur son skill et on se dit mais non, moi je vais arriver à aller super loin et puis à être celui qui va traverser des premiers, ça aurait du sens en fait, et là d'un coup je mets le doigt en disant ça, ça aurait du sens si tu avais une reward qui était à la hauteur du risque que tu as pris. Ouais. Si le jeu s'adaptait en fait en disant le mec qui a jamais regardé, hyper simple. Il a un truc de malade, et puis celui qui a regardé depuis 2 ans, il aura une récompense de merde parce que c'est facile. Ouais. Sandro, c'est hyper simple, le premier qui le finit, le jeu s'arrête.
C'est simple, il y a juste à faire ça. Mais ce que je crois est prévu d'ailleurs. Hein. Oui, alors, c'est réglé. non, mais je disais, dans l'idée du risk and reward, je dis, je ne retrouve pas l'idée de risk and reward si tu peux te poser pendant 2 ans. Et puis... Tu prends le risque de ne pas pouvoir être le premier. Non, là, je suis pas d'accord. Pour moi, ça Ah, marche. tu dis ça, ok. Ouais. C'est-à-dire que oui, ta sanction, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut te chourer la Du place. coup, tu foires. Ah ouais, donc oui, c'est juste. Ouais. Alors oui, je te suis. Ouais, t'as raison. Ouais. Ok, on va terminer là-dessus. Oui. J'ai encore énormément de choses sur ma merveilleuse liste, mais c'est plein d'idées que probablement on pourra explorer dans les prochaines tartines mécaniques. Hein. On va essayer donc d'être le plus régulier possible dans ces podcasts. Fond, je crois qu'on peut une fois par mois, on a dit un peu. On a dit une fois par mois, donc vous pouvez vous attendre à une fois par mois. Puis vous pouvez probablement vous attendre pour les prochaines tartines mécaniques à peut-être des invités qu'on va convier ici, hein, parce que c'est aussi intéressant d'avoir d'autres avis que celui de Vutraire et celui de Sandro sur le jeu vidéo. Donc l'idée est bien sûr à chaque fois d'inviter soit quelqu'un qui lui-même conçoit des jeux, hein, mais je veux pas du tout me limiter que à du jeu vidéo. J'aimerais aussi qu'on puisse entendre des gens qui font du jeu de rôle, des gens qui font du jeu de plateau et autres, et peut-être même aller savoir de la presse ou autre. Voilà, pour avoir différents points de vue sur la construction d'un jeu vidéo. Je vous invite tous les deux peut-être à rapidement donner, déjà avoir un dernier mot sur ce qui a été dit, et puis à donner votre hâte Twitter, hein, pour que les gens puissent vous suivre, et peut-être signaler un dernier coup de cœur que vous auriez, un jeu sur lequel vous êtes actuellement. Alors, je vais commencer dans l'ordre. Il fallait donner. Je me rappelle même plus. Je suis fatigué. Donc, @Sandrou. @Routilan. @Routilan, pardon. Mon nom est Sandrou, mais c'est @Routilan. ROUXTILANT. Sur Twitter. Et puis, un jeu actuellement dans lequel je suis. Je suis dans un jeu dont j'espère pouvoir faire la critique pour un coin de pixel dans pas trop longtemps, qui s'appelle Momodora. Je sais plus, il y a tout un long titre avant, mais en gros c'est Momodora avec un sous-titre, et qui est vraiment hyper chouette, un jeu japonais assez inconnu qui se révèle être le 4e épisode d'une série que personne n'a tellement vu jusque-là. Les 2 premiers épisodes sont gratuits sur itch.io, le 3e est payant pour 2 francs ou 3 francs, et le 4e est déjà plus cher à une dizaine de francs. Et c'est vraiment c'est l'idée d'un Dark Souls, de cette espèce de nouvelle génération, un peu où on revient à ces jeux où il faut apprendre des patterns, il faut apprendre des séquences de jeu, recommencer, ainsi de suite, en 2D simplement, avec un déroulement 2D, ce qui me plaît beaucoup, parce que pour moi j'ai beaucoup de peine des fois avec la série, avec cette série là, de par certaines micro-imprécisions qui ont tendance, dues à la 3D, qui ont tendance à m'agacer. Alors là je retrouve quelque chose de très chouette au niveau du gameplay, quelque chose de très précis, et puis avec un univers hyper choupi en fait, qui est rigolo, qui est en contraste total avec le côté hardcore du jeu en fait, mais vraiment très agréable. Vutraire. C'est gênant. Enfin non, ça va. Mon pseudo c'est @WUTHRER, et le dernier truc auquel j'ai joué c'est Uncharted 4 en fait. Et c'est parfait. Tu vas pouvoir écrire un article sur Non, Uncharted c'est 4. le pire. Oh ouais, ok, d'accord. Bon je suis prêt, mais ça va être hyper Préparez-vous dur, à Vutraire qui écrit sur Uncharted 4. J'avais tellement envie de jouer un truc simple et tout, et du coup c'était parfait. Mais bon, vous verrez, vous comprendrez. Ah ouais, dans le genre simple. Eh bien, tu peux le prendre de tous les coins. Hein. Tu peux le prendre de tous les coins de Pixel. Il y a plein de choses à dire de ce côté-là. Tu peux parler du 4e chapitre, tu peux parler des dialogues, à choix multiples qui sont extrêmement efficaces et utiles, qui changent tout l'intérêt du jeu. Tu peux parler des systèmes de combat. Enfin bref, voilà. Un petit article sur Uncharted 4. Voilà, on se réjouit. Allez, franchement, tu y avais pensé avant? Non, tu viens de le dire. En plus, je pensais à autre chose en fait. Je te dis pas parce que si une prochaine fois j'ai de nouveau ce pouvoir, je vais utiliser ces jeux. Et donc voilà, super. J'en profite pour vite indiquer aussi mon Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre. C'est @TafiaChagata, TAFIA. Et puis TCHAGATA, mais surtout, n'hésitez pas à suivre, puisque Sandro, tu postes très récemment aussi des indications. Le Twitter est aussi bien sûr la page Facebook d'un coin de pixel. Oui. Mais bon, The Place to Be, c'est quand même le site internet. Donc n'hésitez pas aussi à balancer vos commentaires. On a aussi une chaîne YouTube
abonnez-vous. Enfin, de toute façon, si vous êtes là jusqu'à la fin du podcast, c'est que vous nous aimez. Voilà. Et on vous aime. Ouais, Vous on aimez les aime. tartines et vous aimez la mécanique. Et nous aussi, on aime ça. Donc ça veut dire que vous êtes prêts à tout pour nous. Non, mais plus sérieusement, donc pour revenir vraiment, n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous trouvez que Vutraire a été profondément raciste envers les Français, hein, puisque c'est un des sujets politiques principaux en Suisse ces derniers temps, avec son chaussette provençale? Est-ce que vous jugez que Sandro devrait passer chez le psychologue pour son casse-toi tu pues? Parce que vraisemblablement, certaines choses se sont passées dans sa jeunesse Bah oui, c'est des problématiques qui d'enfance. ressortent dans son game design. En tout cas, merci à tous les deux. Ouais. Et puis merci à vous. toi. Merci, Merci à tout le monde. Merci au maître de Pour votre cérémonie. écoute. Ouais. Et c'est la fin de Tartine Mécanique. Ah là là. Est-ce qu'on fait, on fait des bisous à la fin? Non, comment on fait avec des tartines? On mâche Je sais à la pas. fin d'un tartine. Ah, moi j'aimais bien les on fait bisous. le bisou? Moi, je suis assez bisous. Moi, Alors, j'aime on bien fait des l'idée de bisous. mâcher la tartine. Ah, J'aime bien d'accord. aussi, je trouve Tous ça- ensemble. Ah, vous. Et en plus, elle vient de tomber par terre, mais de l'autre côté, tu sais. Ah, vu que c'est- Elle est bien c'est la sale même comme ça. ouais. Eh bien, on vous Ah, dit voilà. au revoir. Sandro fera des bisous sur Et sa vous tartine. mâcherez. Parce qu'au final, on peut faire ce qu'on veut avec une tartine. Exactement. Et moi, je fais Sandro- des bisous à la tartine. Sandro Donc, ce n'est embrasse pas un jeu. la tartine. Et nous la mangerons. Au revoir. Au Et revoir. puis, à tout bientôt. À tout bientôt. Pour un prochain podcast. Ouais. Ouais.